On est en direct, non, mais on est bien. On est lancé. Ah Bonjour non, Avner. on dirait que ça. Bonjour. Attends, je bascule la caméra qu'on voit un peu ma marque derrière. C'est bon là-bas? Nickel. Ouais, ben alors tu sais ce que tu feras, à la limite quand on en parlera, parce que tu sais, moi je vais cropper, je prends, comme c'est du split screen sur YouTube, c'est que moi je suis à gauche, toi tu seras à droite, en écran splitté. Donc si tu veux que ça apparaisse, il faut que ça soit, voilà, au Pas de centre soucis, de on a l'écran. qu'à faire tout le podcast comme ça, mec. C'est Voilà, ça va. parti. C'est parti, comme ça, Attends, je vais me remettre. tout le monde va bien rester. Allez, hop, nickel. C'est bon, on m'entend bien. La ligne frontale, elle est bien. Elle est nickel. Elle est pas comme toi, mec. Toi, c'est vraiment nickel, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que tu mets sur tes cheveux là pour que ça fasse ça? Ben rien, tu vois, c'est ça le pire, c'est que je pense Rien que c'est plus ou moins naturel, ouais, j'ai les cheveux bouclés, ouais. Ouais. Après shampoing, peut-être, non? Ah, un petit Head and Shoulders, mais Bon. Ah, faut pas mettre ça, c'est de la merde. je Allez, sais hop. que c'est de la merde. On va commencer par parler de ça, mec. Les produits Ok. toxiques qui nous entourent. Mec, Head and Mais- Shoulders, c'est de la grosse merde. Et ils font des bons shampoings antipelliculaires aujourd'hui. 95% de produits naturels. Ça marche très très bien, mec. Hein. Il faut que tu me les files, il faut que tu me files la ref. Bah, au thym, tu prends des shampoings au thym. Le thym, c'est un bon antipelliculaire. Ça marche très bien. Ok. Head Je and note. Shoulders, c'est du poison qu'on te fout Ouais. sur le crâne. Ça te sèche Ouais. le cuir chevelu, donc t'as pas de pellicule. Mais à la seconde où t'arrêtes de prendre ce truc-là, t'en as 10 fois plus. Ça fait des croûtes, c'est immonde, mec. Ah, tu me dégoûtes. Ah, bah, écoute, ça fait plaisir. J'ai jamais commencé un podcast en parlant de Head and Shoulders et de pellicule. Mais écoute, pourquoi pas, hein. Bonjour Abdel. Avec plaisir, mec. Bon, ça fait plaisir de te recevoir sur le podcast parce que ça fait un moment qu'on se tourne autour. Enfin, que je te Vraiment, tourne tu me autour. harcèles surtout, ouais. Ouais, Harcelé ouais. pendant 2 ans, là. Non, Ouais, après, alors- moi, c'est compliqué. Comme je t'ai dit, à chaque fois qu'on voulait faire un podcast, tu m'envoyais ton petit Le planning. calendrier, ouais. Et moi, ça marche pas. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Je vois ça, mais je peux pas, en fait. C'est-à-dire, mes journées, c'est Ça toujours colle au fur et pas. à mesure de la journée. Ouais. Surtout avec des enfants, c'est pas possible. Là, bon, bah, c'est bon. Ça marche. Ça marche. C'est Là, les parfait. enfants, ils sont gardés. J'ai mon endroit. Je suis peinard. J'ai mon micro, mon setup. J'ai du temps. J'ai l'envie. Donc, voilà. Bon, Nickel, bah, mec. on va se faire plaisir, on va pouvoir parler de pas mal de choses. On va tourner évidemment sur ta marque parce que tu as créé une marque de compléments alimentaires il y a pas très longtemps. Et Oui, je veux mais savoir un peu parlons de ça vite fait. C'est pas la peine d'en parler trop, ça sert à rien. Parlons-en un petit peu. Parlons de trucs de santé, plutôt de conseils qu'on peut donner aux gens. Moi, j'ai plein de conseils. Ouais, santé. Bah, Ah ouais. Moi, j'ai envie de revenir. Alors attends, déjà, on va essayer de reprendre dans l'ordre. Tu vois, tu me fais perdre un peu les Vas-y. pédales du podcast. Désolé, mec. Vas-y. Non, il y a pas de souci. Garde ton rythme. Ouais, non, c'est ça. On va pas. Juste, j'aime bien teaser un petit peu de quoi on va parler, de ce que j'ai noté, tu vois, pour que les gens ils savent un peu ce qui va se passer pendant cet épisode. Les compléments, pause, vas-y. ta marque de compléments. Ouais. J'ai envie qu'on revienne un peu sur ta transformation physique depuis un moment, tu vois, un peu comment t'arrives à gérer ça aujourd'hui. Mais 36 transformations physiques. Exactement, ouais. Avec Ouais. le départ et jusqu'à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, t'arrives à tenir ta shape, donc t'as un peu peut-être changé Ouais. de mindset, de routine, tout ça. J'aimerais bien qu'on en parle. Et les acouphènes aussi, c'est un truc qui t'est arrivé il y a pas si longtemps et qui t'a foutu un peu la merde. Ça fait un On est an. vraiment dans la santé pour le coup. Ah, ça, je peux en parler. Hein. Ça Ouais, fait un tu an t'es que je suis bien là-dedans. documenté. Ça fait un an que je creuse comme un porc. Donc, je commence à devenir un expert un peu là-dedans. Vraiment, je me débrouille mieux que certains médecins qui, soi-disant, sont spécialistes des acouphènes. Mhm. Bah, je suis pas médecin, mais quand tu as une pathologie et que tu t'y investis à fond, bah, tu découvres des choses et tu deviens spécialiste du domaine, c'est normal. Donc moi, je suis pas un expert de ouf, mais je commence à être quand même assez calé sur le sujet et j'arrive à tellement avoir des super résultats avec moi que je me dis, ok, c'est du bon sens. Il y a plein de choses à changer dans son environnement, c'est que des questions de bon sens. Après, des fois, c'est une fatalité et tu peux rien y faire, mais il y a plein de trucs à faire quand même. Ok. Bon, bah, Ça, les écoute, c'est pas médecins, ils mal. te le disent pas. On en parlera pas, mais on en reparlera, pardon, mais les médecins, ils te disent pas ça. Hein. Les médecins, quand tu leur parles d'acouphènes, c'est une fatalité. C'est, écoute, tu vas t'y habituer. Certes, on s'y habitue, mais en fait, tu peux pas dire ça à n'importe qui. Hein. Il y a des gens, tu leur dis ça. Et alors, Ça leur coupe le je truc. sais Ouais. pas. Mais non, mais je sais pas c'est quoi l'intensité de leurs acouphènes. Il y a différentes intensités. Et t'en as où, tu vois, là, j'en ai un. Il me dérange pas du tout, mec. C'est un petit sifflement dans mon oreille. Il fait complètement partie de moi. Et je me demande si je l'avais même pas avant, en fait, tu vois, tellement que je suis prête pas attention. Mais des fois, t'as des acouphènes, ils ont une intensité où quand on te dit tu vas t'y habituer, tu dis mais c'est pas possible, je peux pas m'habituer à ça. Ça, je me tire une balle, en fait. On peut pas s'habituer à un truc atroce, tu vois. Donc, les médecins, ils sont dépassés par ça, hein, les acouphènes. Et il y a de plus en plus de gens acouphéniques aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est envahi de produits toxiques. Après, le facteur numéro 1, c'est le casque. Tu vois, là, je l'ai mis Le bruit, très ouais. bas et c'est pas de la musique à fond, donc ça va, c'est pas agressif.
mais on a tendance à se mettre des écouteurs, à mettre de la musique à fond, on réfléchit pas, et on se défonce les tympans. Et après, c'est fini, hein. Il suffit d'une fois et c'est terminé. On en reparle. D'accord. Vas-y, continue ton introduction, vas-y. Pas plus, hein. Je vais te laisser prendre la suite en te demandant de te présenter simplement. Pour savoir ce que Avner acouphénique, voilà. Je suis un expert des acouphènes. Alors pour ceux qui me connaissent, je vais pas me présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis vidéaste depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans. Donc j'ai commencé YouTube avec un format de caméra cachée parce que je voulais me faire connaître et c'est ce qui me semblait le plus pertinent à l'époque. Ouais. Et certes, ça l'a été parce que ça a grave marché, hein, pour l'époque. Hein. On parle de millions de vues, hein, par vidéo, donc c'était un peu l'âge d'or de YouTube. C'est-à-dire c'était un âge où financièrement c'était pas évident parce que il y avait comme une forme de pureté et de désintérêt dans le format que moi je proposais ou qu'on proposait la plupart des YouTubeurs. Et du coup, ça marchait très bien au niveau de l'audience, mais au niveau financier, ça marchait pas. Et avec le temps, j'ai dit bon, je vais pas faire de la caméra cachée toute ma vie, et surtout, j'ai pas envie d'avoir cette étiquette de mec, tu fais des caméras cachées. Enfin, ça fait un peu beauf quand même, hein. C'est-à-dire, quand t'as 20 ans, ça passe. Passer 30 ans, je trouve que ça fait un petit peu beauf, à moins d'être une pointure, genre François Damien. Voilà, François Damiens ou alors Baffy, tu vois, c'est très différent quand ils ont fait des caméras cachées à 30, 35, 40 piges. C'est produit, c'est encadré, c'est hyper ingénieux, c'est intelligent et c'est un coup de maître, tu vois. Donc là, ouais, à ce niveau-là, je dirais pas non. Parce que là, ça devient un vrai travail de comédien, d'acteur. Mais au niveau que j'avais moi il y a 10 ans, si aujourd'hui je faisais ça, je me dirais bon mec, tu fais un peu pitié quoi, tu fais tes petites caméras cachées, c'est marrant mais ça va 2 secondes. Il y a 10 ans, ça avait beaucoup de sens, ça avait énormément de sens pour moi de faire ça parce que ça m'a donné beaucoup d'audience, ce qui fait que j'ai pu convertir cette audience à moi ce que j'avais dans la tête, à savoir la musique classique, à savoir la fiction, à savoir l'entrepreneuriat, l'art de la France, tu vois, l'art de la table, l'art de la vie, les projets, 1000 projets, le sport, toutes ces choses-là, tout ce qui me passe par la tête. Donc en fait, j'ai très très bien fait de faire ce format-là sur les 1 million de visionneurs de l'époque, peut-être pas 1 million, on va dire sous les 500 000 abonnés plutôt. Et il y en a quand même un noyau dur de 50 000, 60 000 qui sont là depuis 10 ans et qui me suivent. Ouais, qui restent bien sûr. Et alors, t'as commencé ça, c'est marrant, tu m'as dit pour te faire connaître. C'était quoi le but quand tu commences à faire des caméras cachées? Tu dois être une star? C'est pas vraiment une star, c'est que quand j'avais 24 ans, j'ai fait une énorme dépression. De dire moi j'avais un taf avant, enfin j'avais pas de taf, hein. Moi j'ai arrêté l'école à 15 ans. Et quand j'ai commencé YouTube, c'est que je sortais d'une dépression où je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, parce que j'étais dans une période chaotique. 24 ans, 24 ans, t'es perdu et... 23 ans, presque 24, et je me souviens que c'était l'époque, l'année où Dujardin il a eu son Oscar pour The Artist. Ah oui, putain, ça me paraît tellement pas si loin en plus. C'est pas si loin, mais c'est loin quand même, hein. C'est il y a 10 ans, quoi. Un peu plus de 10 ans. Et en fait, je regardais ce mec en me disant, putain, mais ce gars-là, moi, je me souviens quand il était à Graines de Star, tu vois, et quand il faisait un gars et une fille, et quand il faisait tous ces trucs-là, et c'était incroyable déjà. Enfin, son évolution, elle était incroyable. Et je me suis dit, putain, mais vas-y, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et je me suis acheté une caméra et j'ai commencé mes trucs dans mon coin. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai eu raison parce que c'était vraiment maintenant ou jamais. Enfin, je pense. Pour mon profil à moi, c'était maintenant ou jamais. Donc, j'ai commencé. Ça a marché assez vite. En fait, j'ai pas commencé avec des caméras cachées. J'ai commencé avec des sketchs, tu vois, sans expérience, comme ça, en disant tiens, je vais tenter un truc. Et comme j'avais un petit peu d'amis sur Facebook, j'avais je crois 1500 amis à l'époque. Et ben, ça faisait déjà de l'audience parce qu'avant, quand tu mettais un truc sur Facebook, il y avait 1500 personnes qui le voyaient, tu vois, c'était un truc de ouf. Donc quand je sortais ma vidéo, elle faisait 1000 vues. C'était un truc de fou, tu vois. Et c'était du podcast, c'était des petits sketchs à la con. Et j'ai vu que ça montait, mais ça montait trop peu. Ça montait tellement peu, c'est-à-dire j'ai mis 3 mois à faire 3000 abonnés. Je me dis ouais, c'est cool, mais je crois que je vise autre chose quand même, tu vois. Et là, j'ai dit vas-y, je vais tenter la caméra cachée. J'ai sorti un premier épisode dans un musée où je faisais un gardien de musée, tu vois. J'y suis allé à l'arrache totale, sans réfléchir. J'ai demandé à un pote de me prendre une film en GoPro et j'étais même pas conscient de mes capacités en fait à faire ça, et je savais même pas si j'allais réussir. Quand j'étais sur place, je me dis mais putain, mais j'arrive pas, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Et j'ai cherché l'impulsion comme ça, tu vois.
je déambule dans les couloirs, je cherche l'impulsion avec un ton un petit peu agressif, mais on sent que c'est pas un mec méchant dans le personnage des caméras cachées, on sent que c'est un gars, un gars un peu paumé, quoi. Un gentil con, tu vois, un gentil con, un peu agressif, mais on sent pas de méchanceté dans le truc. Donc ça fait que ça a marché, même s'il y avait un gars qui rentrait dans les gens un peu, on sent que le mec est très gentil. Donc c'est ce qui a plu, c'est qu'on était à la frontière attention, t'es à la frontière de dépasser les bornes, mais on sent que t'es un gentil, donc ça marche. Au fur et à mesure des épisodes, je me suis calmé, j'ai dosé le truc. Et puis ça m'a rendu malade de faire ça. C'était les caméras cachées. Je me suis dit putain, ça marche de ouf. Parce que quand j'ai fait la première, je suis passé de 1000 vues à 10 000 vues direct un soir. Hop, en tendance directement. Dès que je sortais une caméra cachée, j'étais directement en tendance. C'était un peu l'événement de YouTube à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des caméras cachées. Et j'ai fait partie un peu de l'âge d'or à ce moment-là, dans ce format-là. Mais ça me rendait malade parce que c'est très 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 dur à faire. Genre c'est un enfer, quoi. Vraiment, d'aller faire des trucs comme ça en étant filmé à l'arrache, de rentrer dedans, c'est très dur. C'est un combat, mais quand t'es dedans, après, ça va, ça passe. Et Excuse-moi, le combat, c'est quoi? C'est sur toi-même? C'est difficile de te sortir de... Ouais. Mais t'es extraverti quand même de base. Je veux dire, t'es pas un mec qui a du mal à... c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, le combat, quand je dis que c'est moi-même, c'est oui, certes, je suis extraverti. Aujourd'hui, je fais de la caméra cachée sans caméra cachée, en fait, tu vois. C'est-à-dire, la caméra, elle me filme et je vais avoir le même bagou en fait que si j'étais en caméra cachée, la même répartie, genre de truc, tu vois, mais en étant filmé, parce que je suis foncièrement ce mec-là, et je suis devenu encore plus avec le temps. Tu prends en maturité, en expérience, tu le deviens encore plus. Mais quand je dis que c'était un combat contre moi, c'était que le fait de vouloir exceller tout de suite et ne être totalement impatient, parce que je suis très impatient, je serais incapable de faire du François Damien dans le sens, lui, il va tourner 30 fois une séquence pour avoir la séquence, tu vois. Ouais. Moi, c'était une fois pour l'avoir. Je me donne pas deux chances parce que c'est trop insupportable de faire ça et j'aime pas faire ça. C'est quoi, t'emmerder les gens, de penser que t'emmerdes les gens, ou c'est quoi? Non, je sais pas. Je suis un putain de feignant, je crois. Vraiment un putain de feignant à ce niveau-là. Et c'était difficile de me dire, je vais devoir faire ça longtemps, parler longtemps, trouver des trucs. C'est son cerveau, c'est pas évident, mec, de faire travailler son cerveau à forte intensité comme ça. Je m'en suis rendu compte avec le temps que c'était compliqué, même aujourd'hui, avant chaque tournage. J'en ai fait plus de 500, tu vois, des vidéos. Avant chaque tournage, j'ai toujours ce petit trac, cette petite appréhension, ce petit truc de il va falloir que je fasse travailler mon cerveau, il va falloir que je l'enclenche pour avoir le bagou, la répartie, tu vois, au moment venu. Mais en fait, je me rends compte que ça se fait plutôt naturellement. Mais j'ai toujours l'appréhension de me dire, est-ce que ça va toujours le faire? Est-ce que ça va toujours le faire? Et après, je me rends compte que c'est l'interaction qui me sauve. Moi, tu me mets en interaction avec quelqu'un, ça me sauve. C'est assez facile d'interagir parce que je m'intéresse vraiment aux gens foncièrement et je les cerne assez rapidement. Quand je les cerne, c'est pas dans leur profondeur, j'ai pas cette prétention, mais je les cerne assez pour pouvoir interagir de façon intelligente avec eux et que ça se sente. Mais bien sûr que ça se sente à l'image, parce que pour moi, je suis connecté qu'il y a une caméra qui me filme. Je suis toujours connecté à ça, tu vois. Et à l'époque, la caméra cachée, c'était plus difficile parce que la caméra aujourd'hui, elle me protège, alors qu'avant, c'était l'inverse. Ça a été caché, donc je devais faire ça. Il y avait un jugement également. Et moi qui veux exceller en une seule fois, parce que c'est mort, je veux pas le faire deux fois. Et moi qui me complique la tâche à 1000% à faire des trucs très très compliqués, alors qu'il y a plus simple à faire même en caméra cachée. Je me rappelle de quand je suis parti dans une banque pour demander un crédit en faisant passer pour un mafieux. C'est très très dur de trouver une banque qui te prend tel jour, à telle heure, sans rendez-vous, mettre sa caméra, ne pas se faire cramer, être tout seul sans pote, c'est un cauchemar. Alors qu'après, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui sortaient des caméras cachées hyper faciles, mais tellement ingénieuses, tellement des idées de génie où tu te dis putain, pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû faire des trucs comme ça. Moi, je pense à Grégory Guillotin, tu vois, quand il a sorti des premières caméras cachées, nous là, la chaîne Nous, il y avait des trucs tellement simples qui ne demandent ni répartie, ni implication dangereuse, ni voilà, c'est juste comment on dit, une action. Tu fais une action et ça marche. Et tu sais, je repense à le truc de l'escalator. T'as l'escalator qui monte et tu caresses la main du gars. Après, mec, c'est une idée de génie. C'est pas mon style, mais c'est pompé des Américains aussi. Enfin, c'est pompé. Tout est pompé des Américains. Et moi, je pompe personne. Je n'ai jamais pompé personne sur tout ce que j'ai fait. C'est toujours, ça sort toujours de ma tête, mais malgré tout, je me suis dit, putain, ces mecs-là, ils ont
je parle pas forcément de Grégory Guillotin, mais je parle des Américains ou des gens qui inventent ces trucs-là. Ils ont l'idée de génie. Ouais. Eux sont vraiment très intelligents pour faire le truc facile qui va marcher. Aujourd'hui, c'est devenu de la merde totale, les caméras cachées. C'est-à-dire, on est dans un truc totalement fake. C'est-à-dire, il n'y a plus du tout de vraies caméras cachées. Oui, c'est trop grossier, tu te dis, c'est quoi cette connerie? Il y a 2-3 qui font encore des vrais, mais ils ont un format unique et ils ressassent un peu toujours la même chose. Et sinon, tous les autres, c'est que du fake, mais ça n'a aucune valeur. Et moi, je regarde ça d'un regard genre, laisse béton, mec. Ça ne raconte rien, Ouais, c'est presque un nouveau format finalement, c'est faire de la caméra cachée tellement extrême que c'est clair que c'est faux, tout le monde le voit, ça veut même pas se le cacher quasiment. Il y a des trucs tu vois qu'ils veulent même pas le cacher et tout le monde accepte ça parce que c'est une nouvelle mise en scène presque. C'est du divertissement, allez, pourquoi pas. Si c'est vendu comme du divertissement, je dis pourquoi pas. Bon, je regarde pas trop moi. Et là, tu vas rentrer dans une banque avec une caméra tout seul, parce que quand t'as un pote qui te filme, il y a un peu ce délire de quand tu vas faire ta connerie, de se dire il est à côté, c'est pour la caméra, il est là, il me regarde. Il y a une espèce de complicité où j'imagine que tu dois un peu te déresponsabiliser lorsque tu fais l'action de la caméra cachée. Quand tu vas tout seul dans une banque, que y a pas ton pote à côté de toi qui te filme, que c'est toi-même qui te filme, il y a pas un sentiment de solitude très bizarre? Ah, mais c'est désespéré, mec. C'est même pas solitude, c'est un mec qui est complètement désespéré, qui sait pas quoi faire pour se faire remarquer. Hein. C'était clairement ça. C'est-à-dire, moi, je me disais, bon, il faut que je marche. À chaque vidéo que je sors, il y a toujours plus d'abonnés. Donc, j'avance vers mon rêve. Je croyais que mon rêve, c'était d'être acteur et tout ça, mais en fait, pas du tout. Je pensais qu'il suffisait d'avoir plus d'abonnés pour devenir acteur. Vas-y, j'avais pris comme modèle Jean Dujardin. Je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de devenir acteur. Et j'étais convaincu d'être un putain d'acteur alors que j'étais une grosse merde en acting. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Quand tu débutes, tu crois savoir, tu crois être meilleur, tu crois être un génie. Ouais. Très vite, tu te rends compte que t'es une grosse merde. Et après, tu progresses. Je sais plus comment on appelle cette courbe-là. Mais c'est Denis Kruger. Commun. Ouais, c'est ça. C'est assez commun. Kruger, ouais. Rien qu'au poker, tu vois. Bon, là, je fais une petite aparté. Le poker, là, je me suis mis au poker sérieusement. Bah, au tout début, au bout, je sais pas, de 2 cours, dans ma tête, j'étais en mode, c'est bon, j'ai tout compris. Mais ça va que je suis pas trop con. C'est que très très vite, genre même pas en un jour, j'ai attends mec, tu crois que t'as compris, mais le poker c'est tellement complexe que t'es une grosse merde. Donc ça va. En fait, le truc de Nick Kruger là, quand tu le connais, tu rationalises. Ouais, tu relativises. Ouais, voilà. Ouais, tu deviens plus intelligent. Mais moi, j'ai des potes qui se prennent pour des ouf au poker, alors que là, ils ont 3 cours et ils connaissent le truc Kruger et ils se prennent quand même pour des ouf. Donc à l'époque, je me prenais pour un ouf en acting, et quand je me suis rendu compte que j'étais très mauvais acteur, ça m'a fait tout drôle, hein, quand je me suis rendu compte. Après, j'ai commencé à bosser, j'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait 1 an, mais je me suis rendu compte que c'était pas mon truc, et que j'étais pas fait pour être dirigé et jouer la comédie, être dirigé. Moi, j'ai toujours été fait pour créer mes trucs, fin d'histoire. Je crée mes trucs, je joue dans mes trucs. Tantôt, on peut m'appeler parce qu'on me dit, tiens, j'aimerais bien que tu fasses ce truc-là, parce que c'est toi que je veux. Mais je suis pas du tout fait pour raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis fait pour raconter mes histoires et c'est tout, quoi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai orienté ma vie aujourd'hui, c'est que tous mes projets qui évoluent les uns après les autres, c'est toujours fait pour que moi je puisse raconter une histoire dedans, tu vois. Et je reviendrai toujours à la fiction. C'est-à-dire, même si je me suis un peu échappé de ça pour faire de la musique, pour faire de l'entrepreneuriat, du voyage, j'ai fait 1000 trucs. Mais en fait, ça reste toujours un truc que je raconte. Je raconte une histoire depuis le début. C'est une histoire qui a commencé il y a 10 ans et qui continue. Donc je sais pas, je serai où dans 10 ans. Ça se trouve, dans 10 ans, j'aurais réalisé 1 ou 2 films. J'aurais dit, je suis content, j'ai fait mes films, maintenant je passe à autre chose, tu vois. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment ce côté qui se dégage de toi, d'une espèce d'impulsivité sur des projets. C'est-à-dire que tu vois, tu passes d'un truc à un autre comme ça. Et j'imagine que tu as dû recevoir des critiques comme quoi, tu finis rien, ou alors tiens, tu passes d'un truc à un autre. Mais au final, t'as vu tout ce que t'as fait. Bon, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont pas marché, qui ont un peu moins marché. C'est la vie normale. C'est la vie normale. Ouais. Toute la terre entière a des projets et il y en a certains qu'on réussit, d'autres qu'on ne réussit pas, certains qu'on abandonne très vite. Mais sauf que moi, je montre. Donc quand tu montres, il faut que tu sois prêt à te faire tacler et c'est normal. Donc au début, quand on me disait ouais, t'es un mec qui abandonne tout, je le prenais mal. Je me disais attends, c'est pas vrai, je suis pas un mec qui abandonne tout. C'est vrai, j'ai abandonné des trucs parce que c'est des trucs futiles et finalement, j'étais pas vraiment impliqué dedans et ça m'intéressait pas. Il y avait rien à raconter. Mais il y a des trucs que j'ai pas du tout lâché, je suis allé au bout, et c'était les trucs les plus durs de ma vie, quoi. Donc, quand tu t'exposes, faut être prêt à en manger plein la gueule niveau critique. Mais aujourd'hui, c'est fini, je suis plus trop le mec qui abandonne. On a vu que
je vais quand même au bout des trucs. Ouais. Et j'ai fait des trucs assez chauds, tu vois. Je parle de mon film sur Beethoven. Ça, c'est un projet où on me dit, mais comment t'as sorti ce truc-là, tu vois, genre il y a personne qui va faire un film comme ça sans moyens, sans beaucoup d'argent, sans pouvoir être confortable en faisant ça en 2 semaines, en faisant tout, parce que j'ai tout fait sur ce film, tu vois. Je l'ai écrit, je l'ai joué, je l'ai réalisé, je l'ai monté, je l'ai produit. En fait, il y a personne qui fait ça. Le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est chacun à son poste. Et c'est ce qui fait que le cinéma, c'est une industrie qui tourne. Chacun à son poste, chacun prend son salaire. Mais quand t'as des mecs comme moi, désespérés, qui veulent faire absolument maintenant, je veux le faire maintenant, mon putain de film sur Beethoven, parce que je sens que c'est maintenant que je dois le faire, eh ben, tu le fais, quitte à ce que ce soit pas ouf, et que tu doives tout faire, mais tu l'as fait. Et tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, c'est un sacré souvenir. Et je me dis, bah, ma marge de progression, elle commence à ce film-là. On verra le prochain maintenant. Le prochain, ce sera autre chose. Mais c'est pas demain que je vais me réinvestir dans un film à l'arrache. Demain, si je me réinvestis dans un film, c'est que je le fais en mode cinéma, tu vois. Grosse pour de bon. Ouais, justement, c'est ton projet chargé, c'est ça, sur l'histoire de mec qui décide de faire sa première cure. Non, c'est pas vraiment le mec. Alors, ce film, il a beaucoup évolué et il a tellement évolué au point que je ne vais pas le faire. Tu vois, ça qui est dingue. C'est-à-dire, pourquoi ? Ça a été un projet, parce qu'en fait, il est pas viable. C'est un film que j'ai écrit. Je te coupe 2 secondes, mais c'est extrêmement dommage parce que je pense que t'es le mec qui pourrait réaliser le film dont tous les go muscu aimeraient, arriver à porter à l'écran quelque chose que tous ceux qui pratiquent la musculation en France aimeraient voir et qui n'y aura jamais parce que tous les réalisateurs qui existent ne sont pas intéressés par ce gilet, parce que c'est trop niché, parce que si, cela. Et toi, t'es vraiment à la croisière entre le cinéma, la fiction, la muscu, parce que ça fait 10 ans ça fait plusieurs années que t'es dedans. Et quand t'avais sorti ce projet-là, tu vois, en nouvelle, je m'étais dit, putain, c'est génial. Là, il va rassembler tout ce qu'il sait faire, tous les gens. Tu vois. Ah oui, ça me semblait logique. C'est ce que je voulais faire. C'était tellement logique dans ma tête de faire un film comme ça. Mais quand je te dis qu'il est infaisable, c'est que j'étais convaincu que je devais faire ce film-là pour un premier film, pour ensuite pouvoir faire mes films plus personnels. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Déjà, d'une, je devrais commencer par un film plus personnel pour pouvoir faire ce film-là ensuite. Ah ouais ? Faut d'abord que je me fasse... Ouais, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Et surtout, l'infaisabilité de ce film-là, c'est que j'ai besoin d'un physique hors norme pour le rôle principal. Hors norme, parce que le mec est chargé. Et tu fais pas un film qui s'appelle Chargé, avec un scénario comme celui que j'ai écrit, avec un mec lambda ou avec des images de synthèse, tu vois. Tu dois avoir un mec énorme, vraiment, que son corps, il parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le charge. Florent d'Horizon. Florian Poisson, je veux dire. Non, d'Horizon cette fois. Il y a Florent Poisson, mais je pense à Florent d'Horizon que j'avais reçu sur le podcast et qui avait fait une série de fiction qui était passée sur France 2, Aux Animaux la guerre, je crois, et qui jouait à l'intérieur un bodybuilder. Il est body, il prend des produits, il s'en cache pas. Hein. Il en a pris. On avait fait un podcast où il en avait longuement parlé. Et lui, il a été dans cette série-là, tu vois, Aux Animaux la guerre. Je vais regarder son physique. Je regarde 2 secondes Florent d'Horizon. Il est impressionnant. Hein. Il a un gros physique. Florian ou Florent ? Florent. D'Horizon. Ouais. T'es fait d'Horizon. Florent d'Horizon. Et en plus, il est bon acteur, tu vois. Ah, je vois. Ok. Non, c'est pas trop le physique ni le visage que j'imagine pour le rôle. Mais j'y reviens. Je connais pas, je sais pas comment il joue. Mais en fait, voilà. Bon, là, tu vois, tu me donnes une solution au problème, on va dire. Oui, mais une idée, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et mon film, il est écrit, et j'ai mis du temps à l'écrire. Il marche. Et ensuite, quand je l'ai proposé à une prod, la prod, elle m'a dit, ouais, super, nous on valide, nanana. Mais par contre, il faut que tu fasses un court-métrage avant, sur le même thème, tu vois. Tu vois, putain, il faut que je fasse un court-métrage alors que j'ai écrit un long. Putain, pourquoi je dois faire un court-métrage alors que j'en ai déjà fait plein. En fait, non, ils me disent, oui, t'as fait plein de trucs, c'est bien, mais t'as pas fait un court-métrage ciné, avec une image cinéma, un vrai truc. Ils m'ont dit, même si ton Beethoven, c'est joli, c'est pas encore du cinéma. Je fais, oui, c'est vrai, je suis conscient de ça. Donc, mais, je me suis mis à alors, excuse-moi, mais c'est quoi juste 30 secondes, c'est quoi la différence dans ce cas-là? Parce que c'est quoi? C'est la caméra que tu vas utiliser qui va faire que ça fait cinéma d'un coup? Non, c'est plus que ça. C'est justement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Chacun a sa place. Tu vas avoir une image ciné, chacun a sa place. Commence pas à disperser ton esprit. Un réalisateur, c'est un réalisateur, fin de l'histoire. Un acteur, c'est un acteur. Un producteur, c'est un producteur. Et quand t'as un mec qui fait producteur, réalisateur, régie, monteur, bah tu disperses ton énergie et ton savoir-faire et du coup t'as un résultat qui n'est pas professionnel. Donc t'as un truc. Sauf si c'est Tarantino, très important.
Ouais, Tarantino, bah il fait quoi? Non, Tarantino, Il il joue produit, pas. il Hein. monte. Oh, ouais, il a des petits. Ouais, Non, il il se retrouve des apparaît. petits rôles. Ouais. Non, c'est rien. Il apparaît dans son film, c'est mignon, ça c'est rien. Et des fois, il y a même des scènes que Tarantino il réalise pas, mec. Hein. Il y a des scènes où il dit bon bah on va mettre une autre équipe sur cette scène-là parce que j'ai pas besoin de la faire. Nous on a un truc plus important à faire et il s'en bat les couilles, tu vois. Il peut déléguer à ce moment-là. Tarantino, évidemment qu'il monte, c'est normal. Monter quand t'es réalisateur, c'est la base selon moi. C'est normal de monter ton film, de l'écrire également. Ces trois choses vont ensemble. Écrire, réaliser et monter, ça va ensemble. Produire, réaliser, c'est différent. Déjà, la producteur, c'est un autre travail. Ouais. Mais du coup, quand tu fais un film et que tout doit être réfléchi, tout doit être pensé, les décors, les costumes, absolument tout pour que ça donne un rendu cinéma. Et ça, c'est faisable, je serais capable de le faire. Mais là, j'ai écrit un scénario de court-métrage, j'arrive pas à trouver le scénario idéal, j'en ai écrit un deuxième, et en fait, j'ai perdu le goût de ce film-là parce que l'essence même de mon film, elle est dans le long et pas dans le court. Et du coup, j'ai commencé à voir ailleurs. Ça fait 3 ans que je suis dessus, mec. Au bout d'un moment, tu dis, ouais, bon, vas-y, next, quoi. Next, je passe à autre chose, quoi. Et le film, il est écrit, et franchement, pourquoi pas le faire un jour? Mais le jour où je serai connu, tu vois, où je serai connu dans le cinéma, je pourrais peut-être refaire ce film-là directement en long métrage, en l'adaptant avec comment ça aura évolué d'ici là. Mais en attendant, il faut que je fasse un vrai film qui sort de mes tripes à moi, qui raconte un truc de moi. Il faut que je me fasse connaître en tant que cinéaste d'auteur. Et là, je suis dessus. Donc, c'est un autre film, c'est un court-métrage. Et là, pour le coup, ça va être très facile pour moi de le faire. Parce que là, je parle de choses que je connais et je parle de choses vécues. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour moi de réaliser un truc comme ça, l'écrire, de le produire, de trouver le financement et de tout faire. Et là, j'aurai ma maquette pour dire voilà ce que je sais faire. Maintenant, donnez-moi un putain de million de dollars pour faire mon film. Ouais. C'est $1 million pour faire un film. Eh ben, donne-moi mon $1 million maintenant que je t'ai montré ce que je pouvais faire en court-métrage. Et oui, parce que ce qu'ils veulent, c'est être sûr que tu vas faire quelque chose qui va être rentable derrière. C'est pas de filer de la thune, c'est producteur, hein, c'est businessman. C'est pas tant rentable, c'est surtout viable. Tu vois, rentable, c'est autre chose, mais c'est quelque chose de viable. Est-ce que tu sais gérer un budget? Si on te donne 1 million, on veut un film, un vrai film de cinéma, tu vois. Et c'est pas une personne qui donne 1 million, c'est très compliqué, mais ça vaut pas la peine d'en parler plus. Pour moi. Ok. Et l'histoire de base, c'était quelqu'un qui est dans la muscu et qui décide de se charger. C'était ça le pitch ou Le pitch du long métrage, non, pas du tout. Au contraire, non, c'est déjà un gars qui est déjà ultra chargé. Non, tu commences, t'as un mec qui est déjà dopé et qui commence à en être malade en fait. Tu vois, c'est-à-dire il pisse, ça fait de la mousse. Sa pisse, elle est presque violette. Tu vois, il a des boutons d'acné de ouf dans le dos. Il a des remontées acides. Ça, c'est juste le décor du corps du mec, tu vois. Mais après, il y avait une histoire de famille, il y avait une histoire d'amour, il y avait une rédemption, il y avait plein de... Franchement, le film, il est super sympa. Il est vraiment super sympa, il y a beaucoup d'humour dedans. Une histoire de communautarisme aussi, tu vois. J'ai fait un truc avec les juifs, les musulmans, tu vois, comment... les conflits qu'il peut y avoir entre les deux, mais l'amour qu'il peut y avoir entre les deux également, parce que c'est un film qui traitait et de boxe thaïlandaise et de Krav Maga, tu vois, c'est pas que de musculation. Il y avait tout un univers dedans, et il est toujours là. Et franchement, le film, il est pas mal. Il est vraiment bien. Tous les gens qui l'ont lu m'ont dit, ça se lit d'une traite. Les personnages, ils sont hyper attachants. Il est bien, le film, quoi. Maintenant, c'est pas le moment de faire ce film-là. Même si c'est dans l'air du temps complètement. C'est pas le moment. Il faut d'abord que je fasse mes preuves ailleurs. Ok, bon, écoute, peut-être qu'on le verra plus tard, quoi. Peut-être. J'espère. J'espère aussi. Donc, 23 ans, tu commences à faire tes premières caméras cachées. À partir de quand? Parce que toi, ta perception, ton habitude sur le sport, la santé, c'était inexistant à ce moment-là. Ouais. C'est quand, quelle année tu décides de faire une vraie transformation physique? C'est quoi la chronologie? 2015, j'avais fait une web-série qui s'appelle Derrière YouTube. Ouais, en fait, super bien. Merci beaucoup. J'avais fait une première saison complètement à l'arrache, où je faisais un épisode par épisode. En même temps, j'apprenais au fur et à mesure à écrire, à réaliser, à jouer, à monter un petit peu, tu vois. Donc ça avançait. Et à la fin de la saison 1, on sentait que j'avais commencé à comprendre des choses. Et moi, je me suis dit, bon, ta saison 2, il faut la faire, mais la fais pas comme un attardé. La fais pas un épisode par épisode. Fais-la d'une traite, et diffuse-la d'une traite, et fais un vrai délire. Et dis, marque le coup.
marque le coup et montre que t'es impliqué, que tu peux changer physiquement pour un rôle. J'avais tellement soif de ça, mec, tu vois. J'avais trop envie, je me faisais des illusions. Je pensais que j'allais devenir énorme directement. Et j'avais fait un projet Ulule à l'époque pour faire la saison 2. Et je me rappelle, quand j'ai lancé ce projet Ulule, je me suis fait incendier Ah ouais, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. En fait, moi, j'avais fait de la caméra cachée et une web série qui marchait pas. Une saison 1 qui marchait pas. Même si, sur les 2 derniers épisodes, on disait, ah putain, il commence à se passer un truc, tu vois. Mhm. Et en fait, je sors un projet Ulule et les gens me disent, mais vas-y, sale clochard, va travailler, tu crois qu'on va te payer pour tes projets de merde, personne ne les regarde. Et il y a eu beaucoup de commentaires comme ça. C'était pas genre 2-3 haters, c'était genre 60% de gens mettaient ça. Et le Ulule, il marchait pas, j'avais demandé 5000. Ce qui est très peu, hein, pour faire toute une saison comme ça. J'ai demandé 5000 et ça montait pas. Et me dit putain, c'était dur à supporter. Un sacré coup, quoi. Ah, c'était très dur à supporter. Et finalement, bah, j'ai refait des vidéos pour faire la promotion et j'ai fini par avoir 6000 balles à la fin du Ulule. Okay. C'est cool, on me fait confiance. Je dis par contre, là, je peux pas décevoir les gens, quoi. C'est-à-dire, je suis obligé d'envoyer du lourd. Il faut que je me donne à fond pour faire une saison 2 et qui en vaille la peine. Et là, je me suis dit, bon, bah, le mec, il va se transformer physiquement dedans, il va se passer des trucs. Et j'ai écrit tout un scénario et hop, c'est parti. Et je crois que c'est un de mes projets préférés, mec. La saison 2 de Derrière YouTube, c'est là où j'ai eu le déclic du sport. Je me suis mis au sport pour la web série et après c'est resté. Après c'est resté parce qu'en fait non, c'est ça, c'est devenu ta passion, quoi. Pas direct. J'ai fait du sport, j'ai changé physiquement, la série elle s'est terminée, j'ai arrêté le sport, fin de l'histoire. Voilà, basta, je passe à autre chose, je redeviens le mec qui boit de la bière tous les soirs, qui fume des joints, qui mange n'importe quoi, tu vois. Dans ma tête, c'est comme ça. Et en fait, j'avais tourné en parallèle des petits vlogs. C'était des sortes de making-of. Je me dis, tiens, je vais les tourner, mais ce sera juste pour faire la promotion de la série sur une autre chaîne, plus tard, une chaîne qui va s'appeler Road to Saiyan. Tiens, je vais m'appeler Road to Saiyan, on verra bien. Et je vais diffuser mes petits vlogs de comment je me suis transformé en 210 jours. Et j'avais tourné tous ces petits vlogs en parallèle, tu vois. Donc j'avais mon stock, j'avais 20 épisodes comme ça. Je dis, vas-y, ça va faire connaître la série comme ça. Et en fait, je diffuse ça après la série. Et les gens, ils accrochent de ouf. Mais de ouf. Ça fait plus de vues que la série. Tout de suite, je prends des abonnés. Et quand j'ai terminé de diffuser tous les vlogs, les gens, ils font, mais alors quoi, tu vas arrêter là? C'est pas possible, mec, continue, s'il te plaît, continue, c'est trop bien, tu vois. Et j'ai dit, bon, bah, vas-y, ok, si vous voulez, je continue, moi, je continue. Et c'est parti pour 2 ans. Et j'ai fait une vidéo, c'est Road to Saiyan, c'est sur 2 ans maintenant, tu vois. On va voir jusqu'où je peux aller. Et je me dis, bon, bah, j'ai un prétexte pour créer du contenu. Et j'ai commencé à devenir un vlogueur. Et j'ai commencé à vlogger tout ce que je faisais. Et là, j'ai dit, tiens, je commence à trouver un équilibre dans ma vie entre le sport, le vlog. Financièrement, ça commençait à aller bien aussi, parce que le fait de vloguer, bah, ça m'a apporté pas mal de sponsors. À côté, je commençais à aussi avoir des partenariats de qualité, mec, avec Yamaha, avec le CNC, avec des Nomad Play, vraiment des trucs prestigieux, tu vois. Et ben, ça commençait à rouler, je commençais à gagner un peu d'argent, je commençais à avoir plein d'idées de plus en plus. Des idées tiens, j'ai envie de monter une marque de ça, une marque de vêtements, je faisais plein de trucs, je tentais tout. Et il y avait plein de choses que j'abandonnais. Et le truc qu'on me reproche le plus, quand on me dit, ouais, t'es un mec qui abandonne, ça fait tellement pitié, mec, on me reproche d'avoir abandonné le grand écart. Parce qu'il y a 6 ans, j'ai dit, ouais, j'ai envie de faire le grand écart, c'est un de mes objectifs. Et au bout d'un mois, j'ai dit, bon, ça commence à me casser les couilles, ce truc-là, j'en ai rien à foutre, et j'ai arrêté, quoi. Il y a des gens qui me ressortent ça encore aujourd'hui, tellement pitié, ces gens, tu vois. Ouais, tu lâches tout, t'as abandonné le grand écart, bon, ferme ta gueule, mec. Comme si tout le monde tenait absolument tout ce qu'il disait. Bah oui, c'est ça, mais moi, je le montre, donc je dois être prêt à prendre les critiques. Oui, bien sûr. Ouais. C'est tout. Donc voilà, après, le sport, c'est devenu une passion bien après, quoi. Genre, j'ai commencé en 2015 le sport, 2016 plutôt, entre 2015 et 2016. Avec quel âge 2016, 26 ans, 27 ans, je crois. Ok. 2015, 27, entre 26 et 27 ans, j'avais. Quand même quelques années après le début de ta chaîne, quoi. Ça n'a pas été immédiat. T'as fait beaucoup de caméras cachées, beaucoup de choses avant de passer sur cette série qui a tout déclenché, quoi. C'est exactement pour ça que les gens se sont vraiment attachés. Je suis pas venu sur YouTube directement bodybuilder en mode c'est mon taf. Je suis venu sur YouTube en mode je fais de la caméra cachée. D'un coup, j'ai vrillé, j'ai commencé à mettre au sport, ça commence à me faire du bien. Et plus les années passent, plus je suis jeune physiquement, tu vois.
Mais c'est ça qui est génial, c'est que t'es l'exemple parfait de celui qui s'y met pas à un âge comme on voit tous les jours, c'est-à-dire à 19-20 où t'as les mecs à 19-20 ans, ça fait déjà au moins qu'ils s'entraînent, ils sont déjà baraques. Toi, tu t'y mets à 27 ans officiellement et je pense que les gens te suivent pour ça aussi, parce qu'il y a un côté très c'est un peu le mec normal, tu vois, qui n'est pas forcément un grand passionné dès le départ, qui n'a pas pour objectif d'aller à l'Olympia, qui découvre un peu le sport et auquel on peut tous s'identifier d'une certaine manière, parce que t'as tous tes projets à côté aussi. C'est de la muscu, c'est pas, tu vis pas de la muscu. En tout cas, quand tu démarres, c'est pas du tout le cas. Ah non. Et c'est pas ton objectif non plus. Non, mais je sens que j'ai un fil rouge pour créer du contenu avec ça en tout cas. Et surtout qu'on continue de me regarder parce qu'il faut savoir qu'on vit tous que pour les caméras. Tous les youtubeurs, ils vivent pour les caméras, c'est comme ça. Ouais. On a besoin d'être filmé, on a besoin de montrer tout le temps. Moi, j'ai besoin de laisser une trace de tout ce que je fais, c'est comme ça. C'est ce qui fait que j'y arrive. Sinon, j'arrête. J'arrête. Ça te fait flipper de te dire tiens, ça je l'ai pas pris c'est pas dans la boîte, ça c'est pas dans la boîte, ça j'ai pas pu montrer ça. Ça va, j'ai mis assez de trucs en ligne pour commencer à me détendre sur ça, mais il y a des fois je me dis putain c'est dommage. Ah c'est dommage, aujourd'hui il y avait un truc incroyable à filmer, tu vois. Mais c'est pas, ça va. C'est pour ça que j'ai une petite angoisse quand on vient me filmer, on me dit tel jour on va venir te filmer, et je me dis putain j'espère que ça va le faire aujourd'hui, j'espère qu'il va se passer un truc, tu vois. T'as un peu la pression de la caméra quand même. Ah ouais, c'est mon ami au moment où j'ai passé les 5 premiers kilomètres, tu vois. Genre on va dire tu dois faire un marathon. Les 5 premiers kilomètres, c'est un peu difficile. Et une fois que tu les as passés, la caméra, ça devient ma pote. Et là, ça devient très facile pour moi. Ça marche tout seul. Mais des fois, le démarrage... Ça se voit, Ah oui. Non, mais alors le démarrage, je sais pas. Ce qui se voit, c'est que la caméra est ta pote à mon dos. Alors, je sais pas comment t'organises. Parce que moi, je suis régulièrement toutes tes vidéos parce qu'en fait, ça me fait marrer, comme beaucoup. Ça se voit que t'es hyper à l'aise. Je sais pas comment tu les construis, si t'attends d'être à l'aise pour ensuite vraiment filmer, prendre des éléments pour faire les montages ou quoi. Mais il y a un truc, on se dit, mais il passe son temps à dire des conneries, on dirait que quand t'es filmé, t'as, je sais pas, le mojo, le truc, la dopamine, qui en fait te fait enchaîner connerie sur connerie et t'as une confiance de fou. Ça donne vraiment cet aspect-là où le mec il est inarrêtable. C'est la caméra, c'est vraiment ma pote. Et comme je te l'ai dit, il y a 2 trucs qui font que ça marche. C'est soit, tu sais, là, dernièrement, on me filme souvent tout seul, et c'est là où c'est le plus dur. C'est-à-dire, il y a Louis qui vient me filmer, et c'est là où j'ai le plus l'appréhension. Je me dis, putain, il vient me filmer, vas-y, commence à filmer, mec. Et c'est parti, hein. Et c'est pour ça que je demande très souvent à Louis de me filmer dès qu'il arrive. Je dis, mec, arrive avec la caméra allumée. Comme ça, je trouve l'impulsion tout de suite, et après, c'est parti. C'est l'autoroute, tu vois, je fonce, je cours à 200 à l'heure, et je finis mon truc. Alors que quand c'est en mode industriel, salut, bonjour, rendez-vous à telle heure, le tournage est commencé à 9h30, action, oh mec, c'est un enfer pour moi. Donc quand je suis tout seul, il y a une petite angoisse, il faut que je trouve l'impulsion, elle vient, et quand il y a de l'interaction, ça va. L'interaction, c'est un vrai confort pour moi d'avoir quelqu'un en face de moi, quoi. Parce que je vais le taquiner et ça va être facile. Et ça va être sympa, et ça va être bonne ambiance, et on va rigoler, et on va parler sincèrement, et ça va être génial, quoi. Ah, et puis t'as des running gags dans les vidéos. Ouais, il te faut des mecs qui répondent un peu. Mais t'as des running gags dans les trucs, alors je sais pas, tu vois, moi, il y en a un qui me revient où tu disais t'arrêtais. On dirait que t'as un mot par vidéo que tu vas répéter tout le temps. Tiens, on se croirait à New York. Ça, c'est un truc qu'un jour t'as sorti dans une vidéo, tu l'as sorti 15 fois. Et on dirait, je sais pas comment tu fais tu te dis, tiens, je le dis une fois, 2 fois, tiens, je vais le dire pendant 15 fois. En fait, je vois que c'est pas dans le sens, je me dis pas, ouais, ça fonctionne et tout. Je me dis, je peux l'étirer jusqu'à tel jour. Enfin, au bout d'un moment, je sens que c'est fini. Il faut que j'arrête. C'est pour ça que souvent, il y a des nouveaux mots, tu vois, des nouvelles phrases, des nouveaux trucs qui sortent de nulle part. C'est que je me dis, ok, t'as fait ton temps avec ce truc-là. Je vais critiquer personne, mais t'as des youtubeurs, ils ont une phrase, un mot, ils le disent, mais pendant 10 ans, mec. Pendant 10 ans, ils répètent le même mot. Ils arrêtent jamais, tu vois, et ils sont trop contents à chaque fois. Mais comment vous faites, les gars? Moi, le mot, je m'en lassais au bout d'un moment. J'ai fait un certain nombre d'épisodes avec. Je l'ai dit, c'est un running gag, ça fait marrer les gens. Next, c'est bon. Il n'y a plus rien à retirer de ce truc-là. Maintenant, on va trouver un autre truc, tu vois. C'est pour ça. Et ça fait partie de mon profil de mec qui veut tout le temps changer de domaine, d'énergie, de mentalité, tu vois. Donc, ce genre de running gag, ça va suivre un petit peu, on va dire, tu vois, ça va suivre.
la tendance du moment, quoi. Et elle est où? Elle est venue d'où cette passion pour les visiteurs? Godefroy de Montmirail, plus que Jacouille d'ailleurs, j'ai remarqué. Tu étais plus en délire sur Godefroy. 1000 fois plus. Bien sûr. Forcément. Godefroy. Non, et bien sûr. Godefroy, non, les visiteurs, j'ai découvert ça quand j'étais petit. C'était une révélation quand je l'ai vu. Je dis putain, c'est incroyable. Et après, quand j'ai rencontré Louis, on avait cette passion commune et c'est devenu notre truc, les visiteurs. Et ça a duré un certain temps. Aujourd'hui, beaucoup moins. Genre, je sors plus aucune rêve des visiteurs, mais oui, c'est un gros truc, les visiteurs, quand même. Ouais, et puis quand tu passes dans des moments un peu émotionnels, la musique, le truc là, ça te prend. Dame Béatrice, ouais, voilà. Adieu, Dame Béatrice. Mais c'est ça, les visiteurs, ça me correspond à 1000%. C'est-à-dire, il y a tout dedans. Il y a vraiment beaucoup d'humour. Il y a il y a un côté ultra sentimental, ultra... Merde, c'est quoi le mot? Mélancolique, nostalgique dedans, tu vois. Et ça me correspond de ouf. C'est ça, j'adore ce réalisateur, Jean-Marie Poiré, surtout sur ce film-là. Ce qu'il a fait, pour moi, c'est un coup de maître. Parce qu'il y a vraiment tout dans ce film. Tout. Et c'est pour ça que je m'y retrouve dedans. C'est qui ton réalisateur préféré? L'humour est dingue. Et ton film préféré? Ça change avec le temps, mec. Hein. Le film, je vais rester fidèle à mon film de prédilection, c'est Rocky, hein, le 1. Même si ça évolue, il y a de plus en plus de trucs qui me fascinent. Réalisateur, je saurais pas te dire, mec. Franchement, c'est pas des questions je suis pas fan de ces questions. Il y a des gens, ils adorent ces questions-là. C'est quoi ton film? C'est quoi ton réalisateur préféré? Moi, c'est des questions qui ont tendance plutôt à m'obliger à dire, ah, tiens, j'adore ce truc-là, alors que ça se trouve, je l'aime plus, tu vois. J'en sais rien. Là, tu me demandes c'est quoi mon film préféré là maintenant? C'est John Wick 4. Mec, je l'ai vu la semaine dernière, j'ai pris une claque. J'ai dit, c'est incroyable, tu vois. Voilà, c'est mon film préféré là, cette semaine, tu vois. Après, la semaine prochaine, ce sera un autre. Kubrick? Ouais, ça va, ouais. Parce qu'à un moment donné, t'avais quand même le style Kubrick, hein. Ah bon? Il y a quelques années. J'ai pas fait exprès alors. Mais toi, tu l'as, toi. Hein. Mais j'avais pas fait exprès alors à ce moment-là. J'ai pas fait exprès. Et non, Kubrick, il a fait. Alors, tu vois, si tu me demandes le film préféré de Kubrick, là, je pourrais te répondre. The Eyes Wide Shut. Ouais. C'est lequel? Ouais, bien sûr. Parce que la scène. La scène de la sectaire là de ouf là avec la musique, elle est incroyable. Ouais, quand il arrive pour la première fois dans la secte avec la musique là, c'est. Mais ça, elle est ouf la musique. Mais surtout, il y a un truc qui flotte sur ce film pendant tout le film jusqu'à la fin. On ne sait pas vraiment si ils l'ont buté ou pas, tu vois. Ah, on sait pas si c'est un pur hasard. Et même à la fin du film, t'es encore dans le doute. Je suis putain. Et c'est balèze. Ce film-là, il est vraiment bien. Et Kubrick, j'ai pas tout regardé. Je me suis réservé l'Odyssée de l'espace, je l'ai sur mon ordi, et Barry Lyndon, je les ai toujours pas vus. Incroyable, ouais. Les deux, là, je me les réserve pour les regarder dans un bon confort, avec un bon fond et tout ce qu'il faut. Ouais, non, mais regardez, ils sont exceptionnels. Moi, je pense que je les ai tous regardés, ceux de Kubrick, parce que j'étais un grand fan pendant des années. Je le suis toujours, hein, mais bon, moins parce que j'ai passé le truc. Et j'ai vite compris pourquoi c'était un des cinéastes les plus adulés. Parce que il arrive à faire de ces trucs qui sont incroyables. J'ai adoré Tarantino aussi, mais Kubrick, il y a un côté psychologique malaisant, tu vois, dans Eyes Wide Shut. Psychédélique, quoi. Ouais. Et puis Tarantino, passer de Barry Lyndon à Odyssée de l'espace. Tu dis, le mec, il gère tous les genres presque. Je les ai pas vus, les deux, je les ai pas vus, donc je pourrais pas te dire. Tu vois. Tarantino, c'est différent, c'est très joyeux, hein. C'est jubilatoire. Tarantino, c'est jubilatoire. Quand l'autre, c'est psychédélique et tortueux, tu vois. Exactement. C'est quoi les difficultés que tu as eues sur les premières années quand tu as voulu te transformer physiquement sur la chaîne Road to Saiyan? C'est quoi auquel tu as fait face qui ont fait que tu as été catégorisé un peu de pas de yo-yo, mais de j'arrête, je reprends. C'était quoi qui je le suis, mec, totalement, je l'assume. Je suis un putain de yo-yo, mec, c'est-à-dire, j'ai arrêté, j'ai repris 1000 fois. Mais qui n'est pas comme ça? Y a que les machines qui sont infaillibles. Donc non, j'ai arrêté plein de fois et en fait, il y a rien qui a fait que j'ai pas pu progresser comme je devais, c'est juste que j'étais pas encore assez mûr, c'est tout. J'étais pas encore assez mature, j'étais pas capable de faire des trucs et surtout que j'avais pas l'espèce de petite carotte qu'il peut y avoir au bout à me dire si tu le fais, c'est qu'il y a une raison très forte de le faire, tu vois. C'est-à-dire demain, tu me fais faire un film, tu me dis vas-y, tu vas jouer dans un film et on a besoin que tu sois bodybuildé dedans
et dopé et tout ce que tu veux, mec, je deviens une machine de guerre. Je ne vis plus que pour ça. Je me lève, il y a que ça dans ma tête et je fais tout au millimètre près pour arriver au meilleur résultat parfait, tu vois. Même au gramme près de ce que je dois manger. Et s'il faut faire une cure à ce moment-là, je la ferai. Mais s'il n'y a pas d'objectif, comment tu veux faire quelque chose? Là, si j'y arrive plus facilement aujourd'hui, bah, c'est pour ça, mec, hein. J'ai monté une marque de compléments. J'ai intérêt à la représenter et à montrer que je suis un gars qui, finalement, y arrive. Je peux pas me permettre d'être un gars un peu un loser qui n'y arrive pas. Si tu montes une marque de compléments, faut que tu la représentes un minimum. Ouais. Et donc toutes ça les veut fois dire où j'y arrivais avant, excuse-moi, toutes les fois où j'y arrivais avant, c'est parce qu'il y avait une carotte au bout à chaque fois, un petit objectif à atteindre. Et dès que j'ai atteint l'objectif, tu dis bon, vas-y, je passe à autre chose, tu vois. Ok, donc il te faut un objectif, mais c'est toujours un peu le cas puisque tu parles de ta marque de compléments. Il te faut toujours un petit objectif pour aller chercher un physique. Oui. C'est-à-dire que tu sais, il y a la motivation extrinsèque, la motivation intrinsèque. Je crois que c'est ça sur lequel on divise le truc. L'extrinsèque, c'est ça, c'est l'objectif derrière qui va te permettre de. Et l'intrinsèque, c'est tu le fais parce que ça t'apporte du bonheur, tu vois, t'aimes ça toi-même, c'est intrinsèque, c'est bon. Les pros donneront une meilleure définition dans les commentaires, c'est certain. Mais c'est-à-dire que toi, c'est encore extrinsèque? Non, bah c'est bien ce que tu viens de dire parce que justement, ça, intrinsèque, je sais pas quoi, il a pris le dessus en mode avant c'était uniquement parce qu'il y a un objectif et s'il n'y a pas d'objectif, j'y arrive pas. Maintenant, il y a un côté, ça me fait du bien il y a eu un bon moment là où je faisais du sport uniquement pour moi. Tu vois, l'année dernière, non, c'était pour moi. C'est-à-dire, si je vais là, j'ai besoin, je me sens bien là-bas. J'aime ce moment à moi. Oui, c'est pour ça que dans ma tête, ça s'est bien débloqué. C'est devenu sain de faire du sport pour mon bien-être. Maintenant, j'ai une énorme carotte. Bien sûr, c'est la marque. Mais avec le temps, c'est devenu une passion. Et c'est vers mes 31 ans, 30 ans, 31 ans que ça a commencé à devenir une passion, le sport. Ok, avant, t'as vu vraiment plus... Ouais. Oui. Non, tu vois. Jamais la parole, je vous écoute, oui. Bonjour. Non, c'est moi qui l'ai coupé. Parce que les gens, ils vont dire dans les commentaires, oh putain, il arrête pas de couper la parole à venir. Ils vont dire ça, tu vois. Mais non, pas du tout. Surtout que c'est même pas le cas. C'est moi qui la coupe, c'est mon rôle, tu vois. Donc. Bah voilà. Donc même pas. Mais alors, attends. Bah tu vois, j'ai oublié. Tiens, il va y avoir un moment de flottement. Parlons de la marque de toutes les mots derrière. Vas-y, si tu veux en parler. Non, oui. Vers mes 30 ans, je suis devenu un mec qui adore le sport et qui a eu le déclic du sport vers 30 ans. Ouais. C'est vraiment cool. Comment il est arrivé ce déclic? Bah, c'est un déclic, mec. Déclic. Tu peux pas savoir vraiment comment ça arrive. Hop, parce qu'il y en a beaucoup qui le cherchent, hein, tu vois. Je pense que, tu vois, même si on te critique sur le fait que, on t'a critiqué sur le fait que t'arrêtais, tu reprenais, comme tu le dis, je pense que la majorité des gens qui font du sport, c'est ça, tu vois. On n'est pas tout le temps, c'est quoi? C'est 10% des sportifs qui sont tout le temps à fond. Ah oui. Et alors, on recherche tous doivent rechercher ce déclic, ce truc. À partir de quand ça ne va plus être dans une contrainte? À partir de quand ça fait partie de mon identité pour la vie? Je me demande si c'est pas un moment où t'as tellement fait de sport que c'est tellement devenu une habitude que ça commençait à rentrer dans ton ADN, mec. Tu vois? Je me demande s'il y a pas un côté comme ça viscéral, profondément viscéral de j'ai fait du sport, c'est devenu une habitude. Putain, mais combien de fois je suis allé à la salle, quoi? C'est dingue. Parce que à la base, moi qui suis pas du tout sportif, ou pour moi l'idée du sport c'est d'aller faire, je sais pas, une séance de foot une fois par semaine. Pour moi, le sport, l'idée que j'ai du sport, c'est ça à la base, tu vois. C'est moi, je suis sportif, je fais un sport d'équipe une fois par semaine, j'en sais rien. Mais combien de milliers de fois, ouais, on peut commencer à compter en milliers là. Bien plus de 1000 en tout cas. J'ai été à la salle, là, à la salle, quoi. Autant de fois, c'est tellement devenu, c'est ancré dans les gènes que je pense que mes enfants, ils vont aller à la salle naturellement maintenant, tu vois. C'est dans mes gènes, mec, c'est dans mon ADN. Je pense que le déclic, il se fait vraiment chimiquement. C'est bizarre, hein, mais c'est pas impossible. Et comment tu fais pour savoir, ou comment t'as fait pour savoir que, tiens, là, j'y vais beaucoup, ça devient une obsession, ça m'empêche de faire autre chose, et en fait, il faut que j'y aille parce que ça me sert en tant que motivateur, ça me sert dans ma psyché, dans le fait de réaliser d'autres choses. C'est quand est-ce que ça te bouffe, quand est-ce que ça t'aide? T'es passé par ces moments-là? Compliqué de répondre à ta question. Je suis toujours confronté aux deux, donc j'arrive pas vraiment à savoir. Je sais que
que quand j'ai commencé un nouveau domaine, à savoir le powerlifting, l'année dernière et tout, il y avait une soif. Parce qu'il y avait une vraie progression et je voyais un chiffre monter à chaque fois, tu vois. Le fait de voir un chiffre monter sur la barre que je soulève, c'était un truc ultra motivant pour moi, ultra motivant. Donc c'était vraiment super cool. Et là, j'avais besoin de rien pour faire du sport. Parce que je faisais ma séance et je gagnais 1 kilo. Mais en fait, le powerlifting, c'était une super idée. Ça racontait plein de trucs. Ça a fait connaître le powerlifting en plus sur YouTube. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus. Ça a mis en valeur des mecs comme Pana, comme Rico et tout. Ouais. En avant. Mais moi, je veux pas dire que je regrette, mais le powerlifting, il m'a un peu abîmé, tu vois. Je sais qu'il m'a abîmé. Ouais, je sais qu'il m'a abîmé. Bah, c'est pas impossible que mes acouphènes viennent de ça, mec. C'est pas impossible sur les pressions. Ouais, c'est pas impossible que mes acouphènes viennent des charges que j'ai soulevées de façon pas forcément intelligente, en contractant tout, la pression qu'on fait sur le visage. Et ben, hop, il suffit qu'il y ait un truc qui est éclaté ici, tu vois, un petit nerf ou un truc comme ça. C'est ce que on m'a dit, peut-être que t'as fait un micro AVC, ce qui fait que t'as un acouphène. Je me suis fait un moment, j'ai perdu toute ma force dans mon bras gauche. Je me suis passé un nerf. Alors ça, c'est horrible, ça. J'ai eu un nerf pincé et du jour au lendemain, je pouvais plus soulever 100 kilos, mec, au développé couché. Alors que j'étais en train de faire des séries de 6 à 120. Donc je commençais à avoir un niveau sympathique. Et un jour, je me mets sous la barre, je fais, qu'est-ce qui se passe? 100 kilos, ça pèse 1 tonne. Je peux même pas faire une rep. Je comprenais pas. Je retourne 2 jours après, toujours pareil. Et c'est de pire en pire. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu perdre toute ma force. On me dit, non, on peut pas perdre sa force comme ça. Et après, j'ai fait des analyses avec un neurologue, là. Il m'a mis un truc et tout. Et il m'a dit, oui, vous avez 20% de force en moins dans le bras gauche et ça suffit largement. Et en fait, j'avais un nerf coincé. Il était coincé où? Cervical? Épaule? Cervical, exactement. Parce que j'avais fait des trucs de merde où j'ai fait l'attarder à soulever... j'avais fait une vidéo de Strongman où j'ai soulevé une cage et je l'ai soulevé avec ça. Et les trapèzes? Et j'ai avancé comme ça. Mais la cage, elle faisait 300 kilos, mec. Mon nerf, il s'écrase de ouf. Tu vois? Donc ça a pincé le nerf. Mais juste avant, j'avais fait un soulevé de terre, genre 2 semaines avant, où j'ai tenté mon max. J'ai soulevé 220 kilos à l'époque. C'était énorme pour moi. Je débutais tout juste, j'étais chez Pana. Et quand j'ai la barre comme ça, je suis... tu vois, je tourne la tête comme ça en rigolant. Et en fait, mec, je me suis fait une hernie de faire ça. J'ai eu une hernie à cause de ça. Tu tournes la tête avec 220 kilos comme ça. Ouais. Et entre ça et ça et ça et ça, eh ben, des problèmes de santé. Et je pense, honnêtement, que mes acouphènes, ils sont arrivés à un moment où j'étais dans le power à fond, où je commençais à soulever 240 kilos en soulevé de terre. Et mon corps, il a dit stop. Et c'est pour ça que j'ai arrêté le power. Ça veut dire, j'ai pas été au bout des 260 kilos. J'avais dit objectif 260. Je suis arrivé à 241. Mais mec, les 241, ils m'ont valu quoi, mec? C'est que quand je fais une séance, j'ai les oreilles qui sifflent, mais à mort. Ah ouais, après une séance... tu reprends, c'est encore pire, ouais. Bah, bien sûr. Alors, quand je fais une séance de power, j'en ai fait encore du power, cette année. J'avais des acouphènes, j'en ai fait encore. Et je me dis, je continue, je vais pas lâcher. J'ai dit 260, il faut que j'y aille au bout. En plus, je vais réussir, je pense, tu vois, mais c'est dur. Mec, je fais une séance ce soir. Je fais, mec, c'est pas possible. Ça rend tellement fou. Je dis, vas-y, j'arrête, tant pis. Et tu sais quoi, je l'ai même pas arrêté en mode, les gars, j'arrête. J'ai laissé le truc s'arrêter naturellement. J'ai fait une rep à 241. Je pense que c'est mon maximum. Je peux aller gratter les 19 kilos qui restent. Là, c'est mort. Là, je vais avoir un niveau à chier. Mais c'est-à-dire, si je veux, je peux les gratter. Mais à quel prix, mec? À quel prix? Tant pis. La santé avant tout. Donc, tant pis. Voilà, j'ai fait 241. C'est déjà énorme. 260, c'est pas pour moi. Mon corps, il veut pas. Il veut pas d'une façon ou d'une autre, il veut pas. Donc, j'ai arrêté le power et maintenant, je fais du body, tu vois. Et le body, c'est un peu plus simple pour le corps. C'est moins difficile. Et surtout que là, j'ai 34 ans. Je suis pas vieux. Mais on va dire que passé 37, 38 ans, ton corps, il commence à dire, vas-y, mollo, mon suave, tu vois, tranquille avec tes grosses charges, surtout si t'es naturel, tu vas commencer à te blesser. Donc, moi, je pense que j'ai fait les choses intelligemment et j'arrête à temps le powerlifting pour faire du body. Attention, je charge quand même la barre, hein, je soulève lourd, sinon c'est pas intéressant, mais c'est plus facile pour mon corps. Et je gère mieux avec mes acouphènes, quoi. Ok. T'as demandé à des powerlifters s'ils avaient eu des acouphènes. Enfin, tu t'es renseigné dans ce secteur-là, ouais? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bien sûr. On m'a dit non, c'est pas lié. Moi, j'ai fait mes recherches. Oui, c'est pas lié. Mais en fait, les acouphènes, comme je le dis,
il y a autant de raisons d'avoir des acouphènes que d'humains sur Terre. L'acouphène, c'est un symptôme de quelque chose, en fait. Et on n'arrive pas dont on ne connaît pas, ouais. On n'arrive pas à guérir ce truc parce que ça peut correspondre à 1 million de trucs différents. Donc, moi, je n'écarte aucune possibilité, aucune thèse. Et pour moi, c'est presque évident que quand tu serres ta mâchoire, tu contractes tous tes muscles, tu fais la méthode Valsalva et que tu empêches ton cerveau de s'oxygéner, c'est presque logique qu'il se passe un truc au niveau cérébral, tu vois, que ça pète un petit peu. Donc, mon acouphène ne me surprend pas. Et de toute façon, je te dis, j'ai tellement saigné le truc là, cette année, les acouphènes, à tout analyser. Et aujourd'hui, je peux vivre avec. Et surtout, je sais comment les diminuer, ouais. À mort. C'est-à-dire, des fois, ça marche pas, malheureusement, parce que des fois, c'est un truc, c'est plus fort que toi, comment ça se passe dans ton corps, dans ton psychique, tout ça. Mais, tu vois, j'étais en crise il y a 3 jours. Et il y a 3 jours, j'étais en crise d'acouphène. Parce que je sais pourquoi. J'ai pas bien dormi, j'ai mangé de la merde la veille, j'ai bu un peu, j'ai fait des conneries. Hop, crise d'acouphène. Mais j'ai même pas stressé, j'ai dit, ok, je sais très bien pourquoi je suis en crise. Ok, le jour même, j'ai fait exactement tout ce qu'il fallait. J'ai mangé ce qu'il fallait, j'ai dormi comme il fallait, j'ai fait un petit sauna, je me suis baladé, j'ai supporté toute la journée les acouphènes atroces, je suis parti me coucher, le lendemain je me lève, rien du tout. Le petit sifflement très léger, qui est couvert dans la journée que je l'entends pas. Et le soir, avant de dormir, je l'entends un peu, mais ça me berce. Vraiment, donc il y a vraiment, si c'est ça mes acouphènes, je signe pour la vie dès maintenant. Il n'y a pas de souci. Par contre, la version hardcore, c'est autre chose. C'est un truc qui est très particulier. Qui t'envahit et c'est... Ouais, explique, parce que c'est vrai que c'est connu, comme quoi c'est assez insupportable les acouphènes. Toi qui le vis, comment tu le décrirais? Alors, l'acouphène de base, c'est un sifflement à 4000 Hz qui va faire... Tu vois, il s'arrête jamais, mais il est très bas et dans le creux de l'oreille, donc dans la vie de tous les jours, tu vas pas du tout l'entendre. Il est couvert. Oui. Le soir, tu rentres chez toi, tu vas l'entendre par-ci par-là, mais ton cerveau, il va commencer à déconnecter. Et quand tu vas te coucher, bien sûr, il n'y a plus de bruit, tu vas l'entendre, mais c'est pas un truc de ouf. Moi, je dors très bien avec, il n'y a pas de souci. Même quand je suis en crise, je peux dormir avec mes acouphènes. Ça, j'ai beaucoup de chance, tu vois. Parce que là, c'est mort, ils peuvent pas dormir avec leurs acouphènes. Moi, j'ai beaucoup de chance pour ça. Donc, ça, c'est l'acouphène de base. Après, il y a différents types de sons. Hein. T'as des gens, c'est un acouphène à 13 000 Hz, 12 000, 11 000, 2 000, 1000. Après, ça peut être un bruit de criquet, ça peut être un bruit de vague. Il y a 1000 trucs différents, tu vois. Moi, je te parle du mien. Et la version hardcore, celle où je suis en crise, où je me demande si c'est vraiment un acouphène, tu vois. Tellement c'est particulier, je me demande si c'est vraiment un acouphène. C'est comme si qu'il y avait autour de moi des lignes à haute tension qui font... Ok. Toute la journée, tu vois. Couplé à l'acouphène de base qui monte en intensité, je me dis, tiens, on dirait que c'est la résonance de mon acouphène qui est autour de moi, parce qu'il n'est pas dans mes oreilles, il est vraiment autour de moi. Et c'est de là que je me suis dit, attends, est-ce que t'as pas une inflammation quelque part? Parce que si t'as une inflammation dans le sinus et que ça compresse, peut-être que ça te joue des tours au niveau de ton cerveau, tu vois. Et j'ai trouvé des choses. L'alimentation anti-inflammatoire, mec, elle m'a sauvé. Regarde, tu vois, j'ai tout le temps le nez bouché, tout le temps. Je sais que j'ai un problème au sinus, je le sais. Et je suis quasiment sûr, après toutes mes recherches, à 90% que mon acouphène hardcore, il résulte de mon problème au sinus. Et dès que ça s'inflamme, ça me fait une pression supplémentaire qui fait qu'il y a un bruit autour. J'ai rendez-vous en juin avec une ORL spécialisée dans les sinus et je suis convaincu que je vais devoir me faire opérer. Parce que moi, j'ai un problème au sinus depuis toujours. On m'a dit, attention, faut contrôler tes sinus. Il y a un truc qui va pas dans la cavité, tu vois. C'est génétique. Hein. C'est les Maghrébins, on a quasiment tous les Maghrébins, on a ça, tu vois. On a un problème au niveau des sinus. On a le nez bouché constamment. Donc, je pense qu'en juin, elle va me dire oui, il faut faire une petite opération et tu auras les sinus débouchés. Et je pense que ça va probablement régler mes problèmes d'acouphène, la version hardcore, que je n'aurai plus. Je pense. Parce que je vois pas, en fait, ça ne peut que être médical, cet acouphène. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais est-ce que t'as consulté des pros, t'as été voir des médecins, neurologues, t'as tout fait. Ah ouais. Tous. Ostéo. Bien sûr. Chiropracteur, ostéo, hypnotiseur, tout, mec. Et ce qui marche le mieux, c'est moi qui me dis, attends, analyse-toi, essaie de te comprendre. Est-ce que chacun, ça c'est un truc que je me pose comme question, est-ce que chacun des professionnels que tu es allé voir, peu importe la thérapie, t'ont donné
une explication, t'en fais un traitement et ça n'a pas marché, ou alors aucun n'a réussi à te... Tu sais, ont été impuissants sur le coup, tu vois. Donc t'as eu des deux. Tous ont été impuissants, fatalistes. Là, ils m'ont dit, oui, moi, je te règle ton problème. Ferme ta gueule, mec, tu vois. Ça se saurait si on pouvait régler les acouphènes comme ça, tu vois. Non, il n'y a pas eu de... Non. Moi, je te dis, il y a un moment, je dis, vas-y, je prends le relais, je m'occupe de moi tout seul, il faut que je me comprenne, moi, avant de... Il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Donc, c'est de la recherche, des tentatives. Tiens, tiens, si je fais ça. Et en plus, c'est marrant, c'est venu... moi, c'est venu la première fois où je me suis dit, putain, il se passe un truc là. C'est un moment, j'ai dit, je vais manger du poisson. Je me gavais de maquereaux. Et c'était pas pour les acouphènes, c'était pour ma diète. Dans ma diète, j'avais rajouté des maquereaux tous les jours. Riz maquereau. Et je sais pas, au bout de 4-5 jours de riz maquereau, et putain, il y a... Là, je sais pas, mes acouphènes, j'ai l'impression qu'ils ont grave baissé, je suis plus en crise, tu vois. Alors qu'avant, les crises, c'était tout le temps, mec, hein. Au début, c'était genre... j'étais en crise 4-5 jours sur 7, c'était atroce, tu vois, genre, je pète un plomb, mec. Et je me dis, tiens, c'est marrant, le maquereau, ça m'a calmé. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'oméga 3. J'ai dit, tiens, les oméga 3. J'ai commencé à en consommer. Mais putain, ça me calme plus. Pas vraiment, pas à grosse dose, tu vois, j'en prenais vite fait. De temps en temps, j'en prenais une gélule, je savais même pas pourquoi, tu vois. Et là, je suis ok, c'est un anti-inflammatoire. Et j'ai commencé à me diriger vers la piste de l'inflammation. Ensuite, deuxième fois où j'ai eu une révélation, c'est en buvant du Sky. Tu vois, quand j'étais en crise, je me servais un Sky et ça désamorçait la crise. Et oui, c'est bizarre. Et j'ai fait mes recherches, c'est quoi les vertus du whisky? C'est un vasodilatateur, ça fluidifie le sang. Ok, il y a un problème sanguin quelque part, tu vois. Tac, tac, ça, plus ça. Ces deux trucs-là m'ont fait comprendre que j'avais un problème de circulation ou un problème de dilatation, de constriction quelque part, tu vois. T'as essayé l'aspirine? Et en fait, oui, effectivement, l'aspirine, c'est un vasodilatateur, mais je l'ai pas essayé parce que c'est pas bon pour le foie, et le foie, ça peut foutre des acouphènes également, tu vois. Donc, j'ai cherché d'autres pistes. Et maintenant, les 3 pistes les primordiales, ce sont les oméga 3, enfin les oméga 3, l'alimentation anti-inflammatoire et le sommeil. Ces 3 réunis, normalement, ton acouphène, ça passe. Tu peux largement vivre avec. Si tu le fais tout le temps bien, il n'y a pas de crise. De temps en temps, il y aura une crise, mais tu vas faire ce qu'il faut dans la journée pour que le lendemain, ça aille. Mais par contre, si tu es souvent en crise, c'est qu'il y a peut-être un truc d'inflammé. Donc, en toi, il faut que tu ailles vérifier, tu vois. Blinde-toi d'anti-inflammatoire, si ça va mieux, c'est que tu as une inflammation quelque part. Qui te cause probablement cet effet-là, tu vois. Tu l'as vu le film Sound of Metal? Je crois qu'il est sur Netflix. Ouais, je l'ai vu. Ça a dû te parler, ça, parce qu'en plus... je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu dans le cadre des acouphènes, tu vois. Quand t'as des acouphènes, il y a un truc, c'est que tu veux voir à quel point le monde entier en a. T'as besoin que le monde entier en ait. Parce que ça te plonge dans une solitude, un désarroi tellement profond que moi, je cherchais sur Internet, je marquais star avec des acouphènes, tu vois. J'ai besoin de me dire qu'il y a des gens qui sont sur le devant de la scène et qui sont heureux, mais qui ont des acouphènes. Et en fait, j'ai putain, mais Stallone a des acouphènes, Keanu Reeves a des acouphènes. Comment ça s'appelle? Énormément de musiciens ont des acouphènes, bien sûr. Et t'as Gérard Butler a des acouphènes. Enfin, j'ai vu que énormément de gens en ont et que c'est comme ça. Après, je me dis, tu sais, ça fait du bien de se dire, tiens, je suis pas tout seul. Et après, tu te rends compte qu'il y a quoi? On est 7-8 milliards sur Terre, 7-8 milliards. Qu'il y a au moins 500 millions de personnes avec des acouphènes, tu vois. Tu fais, d'accord. Après, t'as la version hardcore. C'est-à-dire, les 500 millions, ça se saurait, mec, hein. Si 500 millions de personnes voulaient se suicider demain, ça se saurait. Mais tu vis avec, effectivement. Tu finis par t'y habituer, tu vis avec. Bon, mais le début, c'est très particulier. Très particulier, le début. Quand tu viens de les avoir, c'est... Tu te souviens la première fois comment ça s'est déclenché? Mec, je m'en souviens. C'est une date qui est gravée, hein. J'ai fait quoi sur un mur? Ah non, je m'en souviens comme si c'était hier, mec. En fait, moi, j'étais chez moi. Quoi. Ah non. J'étais chez moi. Et en fait, on devait déménager ici. Et je n'en pouvais plus de mon ancienne maison, tu vois. On vivait avec bébé, tout ça. Un bébé dans une toute petite baraque. On avait acheté cette maison, mais on était dans l'attente du notaire qui nous valide un truc, tu vois. Ouais. Et en fait, ça faisait déjà 1 mois qu'on attendait, alors qu'on était censé emménager. Ça faisait déjà 1 mois qu'on attendait en plus. Et là, je reçois un mail du notaire à 22h30, un mardi soir, où elle dit, oui, désolé, ça va pas être pour tout de suite que vous pouvez emménager. On a encore des problèmes à régler avec des papiers de notaire à la con, là. On peut vous donner rendez-vous dans 1 mois de plus.
putain, j'ai vu le mail, j'ai serré la mâchoire, je me suis dit, oh putain, ça m'a tellement énervé. 2 minutes après, ça fait... Et en fait, à l'instant où ça a fait ça, je me suis dit, ok, ça c'est pour la vie. Je me suis pas dit, ouais, ça va passer. J'ai dit, ok, il y a un truc qui s'est pété dans ma tête là. Vraiment, ouais, il y a un truc qui s'est cassé dans ta tête là. Il y a un câble qui a pété, un fusible qui a pété. Et j'ai dit, c'est pour la vie. Merde, ça y est, j'ai un truc pour la vie. Mais tout de suite, j'ai pas attendu 2 jours pour me dire c'est pour la vie. Après, j'ai cherché sur Internet, ça se disait, oui, ça peut passer au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais non, je savais que c'est pour la vie et je le sais que c'est pour la vie. Peut-être que ça partira, mais je pense pas. Mais ça me dérange pas. Je suis prêt à vivre avec du moment que je m'enlève cette version hardcore. La version hardcore, elle est vraiment difficile. L'autre, elle me dérange plus. Ça me dérange plus. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une fois qu'on a un problème de santé que on prend vraiment conscience de ce qu'il faut faire pour sa santé et qu'on ne déroge quasiment plus à la règle. Toi qui as toujours eu des objectifs, tu vois, un petit peu qui ont été changeants, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que ça aussi, le fait que tu aies un vrai problème, fait que la santé ne devient plus quelque chose de facultatif, de secondaire, mais passe au premier plan sur l'ensemble de tout le reste? Ah ouais, bien sûr. Exactement, t'as tout dit, mec. Quand tu attrapes quand tu tombes malade, t'attrapes un truc comme ça, un peu chronique, un truc qui reste, tu réalises et tu prends conscience. Et il y a eu une sorte de déclic à ce moment-là aussi sur le bien-être. Parce que moi, je suis un peu de la théorie du foutu pour foutu, donc j'aurais très bien pu me dire, ah ouais, acouphène, foutu, bah vas-y, foutu pour foutu, alcool, tabac, sale bouffe, bah, si je suis défoncé du matin au soir. Groupe de métal, sans les écouteurs. Ah ouais, bien sûr. Si je suis défoncé du matin au soir, je m'en fous de mes acouphènes, tu vois. C'est aussi simple que ça. Tu te lèves, tu picoles. Bah, bon, tu fais plus rien de ta vie, tu deviens un déchet, hein. Mais je me suis dit, bah, quand t'es ivre, tes acouphènes, tu t'en fous, hein. De toute façon, ça siffle dans tous les cas, t'en as rien à foutre. Mais moi, je suis un peu de la théorie du foutu pour foutu, mais là, non. Déjà parce que j'ai une famille, j'ai des enfants quand même. Mais je dis non, c'est important, il faut prendre soin. Le corps, c'est vraiment un endroit où c'est une sorte de temple où attention à ce que tu fous dedans, quoi. Vraiment, fais attention. Donc, bonne nourriture, prends soin de toi et fais tout ce qu'il faut pour aller bien. Parce que quand ça te frappe, moi, le côté psychologique, ça a été, oh putain, je suis en train de vieillir. Tu vois, quand j'ai eu mes acouphènes, j'ai putain, pourquoi je suis en train de vieillir, ça y est, c'est le début de la vieillesse. Non, tu peux avoir les acouphènes à 3 ans, mec, hein, ça veut rien dire, tu vois. Mais oui, il y a un déclic à ce moment-là et tu prends conscience de l'importance, l'énorme importance de faire attention. Et à l'époque, tu avais fait beaucoup de vidéos à la campagne. C'est d'ailleurs, je pense que t'as reaché une grosse audience par rapport à cette période-là. Tu mettais beaucoup en avant, parce que j'ai regardé un peu là pour préparer l'épisode. On pense que je prépare pas les épisodes, mais je prépare les épisodes. J'ai regardé un peu des anciennes vidéos et en fait, mais tu m'avais dit que tu regardais tout, mec. Tu m'as menti tout à l'heure. Ouais, non, mais si tu veux, je suis obligé de revenir sur quelques trucs d'il y a 5 ans. Je me rappelle pas tout. Si t'as pas une bonne mémoire. Alors prends des oméga 3, mec. C'est sélective là-dessus. Mais en tout cas, j'ai revu. Mais je prends des oméga 3, mais je les prends chez un concurrent malheureusement actuellement. Non, prends chez moi, mec, s'il te plaît, merci. Tu me diras pourquoi. Tu me diras pourquoi. Je te le dis maintenant, mec. On a le meilleur taux EPA des achats, 420, 320. 420, 300. Pardon, là, j'ai dit une connerie, pardon. Mais c'est le meilleur taux la meilleure formule possible en taux d'EPA des achats sur le marché. Et l'indice de toxicité, elle est extrêmement faible. On est en dessous de 7. Donc, en dessous de 10, c'est très faible déjà. Donc, nous, on est en dessous de 7 et on vise en dessous de 4, mais c'est plus ou moins la même chose. Et parce que c'est ma marque, tout simplement. Et t'es un ami, donc, voilà. Bien sûr. Donc, tu vas me faire un code promo aussi. Bah, bien sûr, moins 20%. Moins 20% pour tous ceux qui écoutent le podcast. Ok. On a rediscuté juste après. Il y a tellement pas de négociation. C'est fabuleux. Parce que moins 20%, c'est le moment où je commence. Enfin, je te fais un aveu. Moins 20%, à partir de moins 20%, on rentre dans ma marge déjà. C'est-à-dire, je peux faire moins 20% sans que ça impute ma marge. C'est comme ça qu'on fait un business. C'est-à-dire, en gros, il y a 10% de réduction officielle pour le client et 10% pour l'influenceur qui va prendre sa commission. Et à partir de là, ma marge, elle est là. Donc, je peux faire moins 20%. C'est juste que personne va gagner d'argent là-dessus. C'est-à-dire, l'influenceur ne gagne pas. Et voilà. Mais c'est pas grave. Okay, je fais moins 20%. Ok, attends. On reparlera de ça après. Je vais juste... moins 25. Sur le... Oui, d'ici la fin, on en sera sur du moins 30, je suis sûr.
On verra. Bon, t'as quand même propulsé sur une audience qui était pas encore celle du feed game. Donc la campagne, les produits de la campagne, les produits du terroir. Ouais, une certaine forme de terroir, la bonne alimentation, bio. T'as été un des premiers à faire ça. Bah, tu dis n'importe quoi là. J'ai pas fait ça, mec. Tu prépares pas tes épisodes. Il est bon. Mais tu vas pas voir. J'ai pas fait. Non, j'ai pas promu ça de façon. Ouais, je l'ai promu de façon très. Le camembert, les légumes. Ouais, de façon très naturelle. Enfin, c'est même pas promouvoir. C'était à la campagne, c'est comme ça. Mais que tu allumes ta caméra, il y a un camembert devant toi, c'est tout. Donc, c'est ça la campagne. Ouais. Donc, je l'ai promu de façon. Je suis à la campagne, voilà ce qui m'entoure. Il y a des poules, elles font des œufs, il y a du fromage, il y a des vaches. Voilà, c'est la campagne. Mais est-ce que c'est là que tu as pris conscience de, par exemple, la bonne bouffe, quoi? Est-ce que c'est dans ce moment-là ou ça a été avant ou ça a été c'était inconscient? C'était inconscient. Mais après, non, c'était inconscient, mais c'était vraiment très agréable de manger des produits si sains qui sortent du jardin. Tu dis, c'est autre chose. Tu reviens à Paris, tu vois que ça a un coût d'avoir cette qualité-là et que c'est même quand tu mets l'argent, t'arrives pas forcément à avoir ce truc-là parce que ça va toujours passer par un autre truc. Et tu te dis, tu reviens aux valeurs citadines, hein, le Lidl et compagnie, tu vois, des trucs à la con comme ça. Où, c'est la réalité de plein de gens, c'est comme ça. Hein. Et tu te dis, c'est pas très bon, mais si tu cuisines bien le truc, ça passe. Et tu te réhabitues, on a tout ça, on s'habitue très vite. Mais la campagne, c'est inégalable. D'avoir ces produits-là, c'est inégalable. Donc, quand t'es là-bas, tu t'en rends pleinement compte. Une fois que tu reviens à Paris, tu dis, merde, j'aimerais bien y retourner. Mais c'est pas là où j'ai pris conscience de la bonne bouffe. Enfin, si, prendre conscience que c'est très bon, oui, mais que c'est important pour le corps, non. Je l'ai pris cette année. Cette année, l'année dernière, on va dire. Ok. Bon, rappelle-moi 30 secondes, pourquoi t'es allé à la campagne et pourquoi on t'a réclamé plein de fois d'y retourner et puis finalement cette période est passée, quoi. Alors, la campagne, c'était une transition dans ma vie où ça se passait très mal pour moi ici avec celle qui est ma femme aujourd'hui. Et du coup, je suis parti parce que je l'ai fui. Je l'ai fui complètement. J'ai dit, ça marche plus. C'était pas ma femme à l'époque, c'était ma meilleure amie, mais ça marchait plus. Et du coup, c'était toxique. J'étais intoxiqué par cette relation. Et je lui ai dit, je plaque tout, tant pis, je me barre à la campagne, quitte à tout perdre, quitte à tout arrêter. Et je pensais honnêtement que c'était la fin pour moi de YouTube quand je suis parti. Et j'étais convaincu que c'était le moment où j'allais faire mon film. Je me dis, vas-y, c'est bon, t'as fait du YouTube, maintenant focus-toi sur un film, va écrire ton long métrage, va à la campagne pour faire ça. Et c'est exactement ce que je me suis dit dans ma tête. Je vais à la campagne, et je dis, vas-y, je vais filmer un petit peu, on verra ce qui se passe. Je mets ça en ligne, et bam, ça a explosé. Je fais, ok. Donc, moi qui pensais que c'était fini pour moi, c'est l'inverse total. Donc, les gens, ils veulent la campagne. La campagne, c'était mon âge d'or à moi, personnel, sur YouTube, et de Road to Seine, c'était à la campagne. C'était de la folie, mec. De la folie. C'est ouf, hein. Je sortais une vidéo tous les 3 jours, tous les 2 jours, et j'allumais ma caméra, ça se faisait toute seule. Tu vois, t'allumes ta caméra, t'es à la campagne, en 10 minutes, t'as une vidéo, quoi. Tu filmes d'une traite, un petit moment avec les animaux, et hop, tu dis 2-3 conneries, tu racontes comment ça se passe, tu mets ça en ligne, c'est en tendance, 200 000, 300 000 vues, et c'était comme ça, et là, j'ai eu une croissance de créativité dans ma tête à ce moment-là, tu vois. Où j'ai dit, tiens, je vais te faire ça. Et finalement, le long métrage que j'étais en train d'écrire, il s'est transformé en Beethoven. À la base, c'était un film personnel que je vais faire maintenant, du coup. Mais à l'époque, je savais pas tout écrire. Ça s'est transformé à, non, tu vas faire un film sur Beethoven. Voilà. Et du coup, j'ai fait mon film sur Beethoven. Écoute. Et la campagne, on me l'a réclamé parce que... Ouais, on me l'a réclamé parce que c'était très, très spontané, très apaisant pour les gens d'avoir ces petites vidéos sans fioriture et sans artifice. Ça fait du bien aux gens. Et moi, on me voyait très apaisé là-bas, donc je pense que ça a plu à pas mal de monde aussi. Tu penses y retourner ? Resté quelques mois. Non, c'est fini. C'est-à-dire, c'est une époque de ma vie où c'était très bien. Si je retourne à la campagne, c'est que je déménage à la campagne. Tu vois, c'est très différent. Et c'est en projet, ça, par contre. Ça, c'est en projet que... Ah oui, je t'ai vu avec Jigme parler que, en plus, tu le vois là où il est, ça donne envie, quoi, forcément. Ah, attends. En fait, là, si on fait la petite transition, pourquoi j'ai monté une marque de compléments, c'est que je veux maintenant ne plus dépendre de YouTube pour gagner ma vie. Donc, bien sûr que je vais toujours dépendre de YouTube parce que c'est par ce biais-là que je la mets en avant, la marque. Mais ce que je veux, c'est de me dire, je ne suis plus du tout dépendant de sponsors, tu vois, d'opérations marketing, tu vois, à droite à gauche pour faire mes vidéos. Parce que
Si ma marque, elle marche, dans 2 ans, j'habite à la campagne. Je n'ai pas la moindre raison de vivre à Paris. Pourquoi je reste à Paris? C'est une ville qui rend fou, tu vois. J'ai envie de me lever à la... Ouais, mais... la logistique. Non. Bon, bah, tu reviens à Paris, tu prends un train et tu viens à Paris, j'en sais rien, tu vois, tu vas à la campagne pas très loin, au pire. Mais je suis convaincu, parce que moi, le taf de ma femme, elle peut pas le faire où elle veut, malheureusement. Elle fait quoi? Ou peut-être que... je dis pas, je peux pas dire. Tu préfères pas dire, ouais. Fais le trottoir. Bon, voilà. Elle peut pas le faire à la campagne. Non, mais ma femme, elle est prête à arrêter son taf. Elle m'a dit qu'elle était prête à arrêter son taf. Si ça marchait vraiment bien pour moi, parce qu'elle a un très bon travail. Elle a un métier, elle a fait des grosses études pour y arriver, donc... ouais, gros sacrifice. Elle est dans la... Ouais, elle est dans la justice. Elle travaille dans le domaine de la justice, donc elle a... Voilà. Elle pèse dans le game. Qu'est-ce qui se passe avec ta qualité, mec? Avec moi? Tu es tout pixelisé. Ta qualité, tu es un pixel. Un pixel géant, là. Je suis un pixel géant. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je te vois toujours. Peut-être un... Eh ben, très bien. Félicitations. Une baisse de débit. Attends, je vais mettre mes 2001. Ouais, bah, c'est mieux. Alors, du coup, elle a un métier une vocation, tu vois, c'est un métier de carrière qu'elle a. Mais elle dit, bon, si tu marches vraiment bien, je me vois bien arrêter mon métier pendant 10 ans, pourquoi pas, et revenir plus tard. Profiter de la quarantaine. Bon, elle n'a pas 40, mais si dans 2 ans on se tire, elle aura 37, 38 et moi j'aurai 36, et se dire on se barre et vivre 10 ans à la campagne, même plus, elle reviendra pour faire son métier plus tard ici, ou alors elle le fera là-bas, ou alors elle changera de domaine. Donc moi je pense que si ça cartonne vraiment pour moi avec Broadway, la question elle se pose même pas. C'est sûr qu'on va vivre à la campagne. C'est beaucoup trop bien la campagne. C'est beaucoup trop bien. Et tu l'as jamais montré, hein, ta femme. On l'a jamais vu sur une vidéo. Non, il n'y a aucune raison de la montrer. Il n'est pas question de montrer ma vie privée, ma femme. J'ai montré un peu mes enfants, un petit peu, et je les montre plus. Ouais. Mais ma femme, c'est ça que je me demandais. Non. C'est ça que je me demandais, parce qu'à un moment donné, t'avais basculé, t'avais bien dit que tu montrerais pas tes enfants. Et puis il y a eu quelques passages comme ça où on les a vus en... Ouais, j'avais envie de montrer. J'étais tellement fier et tout. Maintenant, c'est la deuxième. Bon, allez, c'est bon, on connaît. Je vais pas montrer, je vais arrêter de montrer mes enfants. Elles commencent à grandir. Ça peut arriver qu'on voit en story. Ma femme, personne, on la verra pas. On la verra jamais en vidéo. Jamais. C'est quoi? C'est la peur. C'est toi, tu veux pas la montrer. T'as peur que non, c'est anonyme. C'est elle veut... Non, c'est anonyme. C'est-à-dire, c'est par rapport à son métier et tout. Elle n'a pas à être vue sur YouTube. Voilà. Mais t'es fort pour ça, parce que t'as toujours réussi à garder le truc, alors que quand on te voit, on a l'impression que t'es d'une transparence absolue, mais il y a des choses qui sont que t'as vraiment réussi à garder pour toi, quoi. Bah, c'est la vie privée, comme on dit, tu vois. Donc je te montre assez ma vie privée, mais je te montre pas tout, parce que y a des trucs où tu montres pas, c'est comme ça. Tout le monde veut faire la meilleure marque de compléments alimentaires, de compléments pour sportifs. Tout le monde se revendique d'avoir la meilleure qualité. Ouais. C'est vrai, la meilleure qualité, mec. Oui, je sais que tu vas me dire ça. Comment on fait pour faire la meilleure qualité, sachant que tout le monde dit faire la meilleure qualité? Alors, dire faire la meilleure qualité et faire la meilleure qualité, c'est deux choses très distinctes. T'as déjà un cher ami. Pour faire la meilleure qualité, c'est simple. Tu as des fournisseurs, tu leur demandes le meilleur complément, le top de la qualité de ce qu'ils ont. Parce que les fournisseurs, ils vont te dire, voilà, on propose plusieurs formules différentes, plusieurs associations de trucs. Donc, si tu veux du bas de gamme, eh ben, on a cette formulation. C'est noué de pas très bonne qualité. C'est-à-dire, c'est du fond de cuve, c'est des mélanges de plusieurs cuves différentes. On te brade ça, tu la vends, tu mets tes arômes, tu mets tes colorants, tes additifs. Ça a un goût de cookie, t'es content, tu la vends et il y a des gens qui achètent et qui se posent pas de questions. Ça, c'est quand t'es dans le bas de gamme. Après, t'as le milieu de gamme, t'as un truc un peu mieux, et après, t'as le haut de gamme. C'est comme ça. C'est toujours, t'as 2-3 gammes différentes, tu vois, un standard différent. Et ben, quand tu veux faire la meilleure marque, chaque fournisseur, tu dis, je veux le meilleur de ce que vous avez à me proposer. Et tu dis si le meilleur de ce qu'ils ont à proposer, si c'est vraiment le meilleur dans tous les cas, tu vois. Donc moi, quand je te dis que je veux faire la meilleure marque, il y a plein de marques qui sont les meilleures finalement. C'est-à-dire moi, aujourd'hui, la qualité de mes produits, elle est similaire à d'autres marques qui sont de très très bonne qualité aussi. Ça va différer un petit peu parfois sur un complément, tu vois. Par exemple, sans citer mes oméga 3 de Broadway, ils sont meilleurs que les oméga 3 d'une marque avec qui je travaillais juste avant. Mais ils sont meilleurs un petit peu, tu vois. C'est-à-dire sur la formule EPA, DHA, on est meilleur, on est mieux situé qu'eux. Donc c'est ça qui fait que c'est meilleur. Sur la whey,
Je laisse les gens se faire un avis, mais pour l'instant, tout le monde qui consomme ma whey me dit incroyable ta whey, elle est pure, elle est trop bonne, elle est onctueuse, et j'en suis tellement fier. Donc pareil, sur la whey, on est tapé sur la whey native en isolate, c'est vraiment l'excellence, et on fait attention que ce soit pas un mélange de plusieurs whey, parce que t'as des marques, des fournisseurs qui te font une bonne whey, mais ils font un mélange ça va de là, ils mélangent tout. Nous, s'il y a un mélange, c'est de petites fermes, tu vois, qui travaillent un peu dans le même périmètre. Donc c'est sur un circuit court que cette whey là, elle va être fabriquée, tu vois. Donc c'est plus pur, et tu le sens quand il y a vraiment ce côté pur, frais, vraiment très frais, quoi. Donc pour faire une marque de qualité et se revendiquer meilleur, ça c'est que du marketing, dire qu'on est la meilleure, c'est un peu ridicule. Mais pour moi, faire une marque de qualité, c'est une marque qui se fout pas la gueule des gens, où tu vas taper dans le meilleur et tu fais un prix qui est juste. Et le prix juste, c'est un prix où tu marges 30%. C'est-à-dire à la fin, t'as 30%, mais t'auras jamais 30%. Tu vois, là par exemple, nous, on veut marger 30%, et là on s'est rendu compte qu'avec tous les frais qu'on a et toutes les taxes qu'il y a en parallèle, qu'on n'avait pas forcément compté, on ne marche pas du tout 30%, on va marger 20, 19. Mais à la fin de l'année, 19% sur un très gros volume, c'est pas inintéressant. Et si on veut arriver à marger 30%, il va falloir qu'on soit intelligent. Il va falloir qu'on mette plus de compléments alimentaires, qu'on fasse grossir le panier moyen, qu'on propose d'autres trucs, tu vois, et qu'on fasse réduire les coûts. Pour réduire les coûts, faut commander une plus grosse quantité chez le fournisseur, par exemple, tu vois. Faut négocier avec PayPal, parce que PayPal, il se gave, tu vois. Avec Stripe, il se gave sur chaque transaction, il se gave. Il faut un petit peu négocier avec l'usine qui fait les packs, les cartons, les protections. À chaque fois, plus tu fais de volume, plus tu peux réduire tes coûts. Et là, tu grattes, et t'arrives à gagner 1%, 2%. Mais c'est un combat. Et c'est très, très excitant. C'est très, très excitant, hein, comme aventure. Ok. Et en dehors du marketing, business, de tout ça, la négociation avec fabricants, ceux qui font les packages, tout ça, sur le côté, qu'est-ce que je vais mettre dans mon produit? Combien de temps ça t'a pris pour te renseigner au maximum, pour étudier la protéine, ce qui est une native, ce qui est une non native, qu'est-ce qui fait qu'une protéine est de qualité? Est-ce que, je sais pas, t'as lu des bouquins? Est-ce que t'as regardé des vidéos? T'as suivi des gens? Je suis pas tout seul dans l'entreprise, et ça c'est ma force. C'est que si je m'étais lancé tout seul à dire je veux monter une marque de compléments et je vous emmerde tous, ça m'aurait pris 3 ans. Et j'aurais jamais eu la patience de le faire. Et j'ai pas monté une marque tout seul, je me suis associé avec des gens qui, eux, sont déjà dans le milieu, tu vois, qui sont dans le secteur, qui s'y connaissent. C'est ce qui fait qu'on a gagné un temps fou. C'est-à-dire, quand je dis je veux l'excellence, on me propose pas un truc bidon, on me propose tout de suite le top. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout l'aspect, comment tu sais que c'est la meilleure et tout, c'est que je suis associé à des gens dont c'est le métier. Moi, je peux pas me revendiquer comme un expert là-dedans. Je suis pas. Par contre, moi, j'atteste que ce que je veux, c'est le top. Donc, ce qu'on me propose, c'est le top. Mais c'est tout ce que je peux faire, c'est attester. Et de toute façon, il y a les certificats sur le site, il y a tout. Il y a une traçabilité, tu vois. Transparence et traçabilité sur le site, c'est vraiment comme ça que j'axe toute ma communication. Et c'est pour ça que je parle même de mon chiffre d'affaires sur YouTube. Et je montre tout. Tu vois, là, on veut faire une créatine. Vu que la créapure, c'est devenu une denrée très rare. Et que tout le monde veut la créapure, parce que la créapure, elle est pure à 99,9%. Mais c'est très compliqué parce que la créapure, ils travaillent qu'avec des grosses marques maintenant qui siphonnent un peu le volume de créatine pour que les autres petites marques, elles aient pas ce produit phare et qu'elles se plantent. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme de la politique. Business, c'est de la politique. La créatine monohydrate, elle est pure à 99,5%. T'imagines qu'il y a que 0,4% de différence. Si demain je propose une créatine monohydrate, je vais communiquer autour du fait qu'elle est pure à 99,5%, mais surtout je vais dire c'est quoi ces 0,4% de déchets. Parce qu'il faut dire ça aux gens. C'est trop facile de dire ouais c'est super pur, regarde 99,5%, t'as vu, c'est pareil, prends ma créatine, c'est pareil que de la créapure. Non, moi à quel moment je vais être transparent et traçable, c'est que je vais dire ok, c'est pur à 99,5%, mais voici ce qu'il y a dans les 0,4% de déchets. C'est pour ça qu'on n'a pas le label créapure. Mais est-ce que c'est dangereux? On va faire des études. Et là, pour le coup, c'est avec un gars avec qui je travaille, Kylian Hagen, qui est un de mes ambassadeurs. C'est lui qui fait ces études-là et ces recherches, parce que lui, c'est vraiment son métier. Et lui, il pourra attester de dire ces 0,4 ne font aucune différence. C'est juste qu'il n'y a pas le label créapure. Maintenant, va mettre ça dans la tête des gens. Ça prend du temps. Ça va pas se faire en une fois. Il faut leur faire comprendre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a des gens qui... On a fait un sondage, hein, on a fait une étude déjà. Là, il y a 70% de gens qui sont prêts à prendre de la créatine monohydrate
plutôt que de la créapure. Mais t'as quand même 30% qui disent non, c'est créapure ou rien. C'est comme ça. Donc le but, c'est quoi? C'est pas de convaincre la terre entière de prendre de la créatine monohydrate, mais c'est de quand même essayer de gratter un peu, faire comprendre aux autres que c'est quasiment la même chose, et c'est quoi cette petite différence? Qu'est-ce que ça va changer, tu vois? Si y a des gens qui veulent pas en changer, en tout cas, on aurait été transparent jusqu'à la fin. Parce que je te dis, moi, il y a des gens qui vont vendre de la créatine monohydrate et ils vont dire ouais, c'est bon, c'est stylé, mec, c'est pur, 99% de pureté, tu vois. Ouais, bon, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans c'est quoi les déchets? Tu le sais? Bah, on va étudier. 04. Eh ben, avant de la vendre, on étudie. Donc là, on a le belge, il est sur le coup, le belge là. Donc il va étudier le truc et on proposera de la monohydrate que si ça nous semble vraiment pertinent et sans le moindre danger. Sinon, c'est hors de question. Mais la monohydrate, il y a déjà aucun problème, on le sait. C'est juste qu'ils n'ont pas le label créapure. Créapure, c'est en Allemagne et eux, ils savent comment faire pour avoir une créatine pure à 99,9. Ils ont la formule que tout le monde n'a pas. Voilà. C'est comme si tu étais Walter White, tu vois, qui lui sait faire une meth à 99,9% et qu'il y a Jesse à côté qui arrive à faire un truc extraordinaire, mais c'est toujours pas la même formule. Il a pas le petit secret qui fait qu'on est à 99,9, tu vois. Mais on n'a rien. On passe de 99,9 à 99,5. Alors que Jesse, il est à 92 ou 93%. Et je sais plus, dans 96. Il a combien de pourcents, Jesse Pinkman? Ça te parle ou pas du tout? Bah, la série me parle, les chiffres me parlent plus du tout, par contre, je me rappelle pas du tout. Je crois qu'il est à 92 et c'est déjà incroyable. Wow, putain, 92%. Tu vois. Ouais, c'est pas comme Walter White dans la série. Mais c'est pas comme. Ouais. Voilà, c'est pas la pureté absolue. Ouais. Quelle idée te vient de faire une marque de compléments alimentaires, de compléments dans un monde qui est déjà ultra saturé. T'as eu 2 gros sponsors avant qui franchement ont pris une grosse part du marché. T'as ceux qui font leurs propres marques comme toi, tu vois, t'as des concurrents. Tu t'es dit tiens, il y a encore la place. Je me suis dit ça a été de l'instinct. En fait, on était en pleine partie de poker avec mes potes et ça se passait assez mal avec mon sponsor. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je quitte mon sponsor pour aller chez un autre? Parce que il y en avait d'autres de très bonne qualité qui me proposaient des super contrats, hein, vraiment des super contrats où j'étais peinard. Hein. Et j'ai dit, je crois que c'est le moment de monter ma marque. Je vais tenter un truc. J'ai proposé à mes potes autour de la table. Je suis associé, tu vois. Tu venez, on fait une marque. Et hop, c'est parti comme ça. Et j'ai dit, si on fait une marque, par contre, on se place tout de suite à l'excellence. Sinon, c'est pas la peine. Et j'ai dit, si on fait une marque, on va renouer avec les sports de force, que les sports de force. Tu vois, la musculation pure, le power, le bodybuilding. Ouais, puis ton audience. Ton audience aussi, qui est, voilà. Évidemment, je mise un peu sur mon audience, mais je me dis, il y a une histoire à raconter, il y a une saturation sur le marché, mais je me dis, c'est pas impossible que ça marche. Et j'ai pas eu tort parce que ça marche. Bon, je touche du bois, mais ça marche vraiment, c'est très croissant. Et je montre mon chiffre d'affaires tous les mois sur ma chaîne. Je pense que ça va prendre. Vraiment, je pense qu'il y a un il y a un avenir pour cette marque, il y a un vrai truc. Et c'est une façon de me dire aussi, je veux une situation stable. C'est-à-dire, maintenant, je suis gérant d'une société, quoi. Enfin, j'ai une vraie société. Ça fait longtemps que je gère mon business avec YouTube et tout, où je fais mes facturations, tu vois, je fais office de producteur. J'ai des contrats à droite à gauche, je gagne ma vie sans problème. Mais là, c'est différent, tu vois. Je suis fondateur d'une marque et je la développe. Donc là, je me dis, putain, j'ai un métier. Je suis propriétaire d'une marque de compléments alimentaires et je la développe. Je propose un service aux gens, quoi. T'avais essayé de faire du coaching à un moment donné, de lancer un service? Oui, j'ai fait du coaching, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est-à-dire, à chaque fois, je m'associe avec la bonne personne pour faire ça. Moi, je suis pas coach du tout. Ça serait ridicule, ce serait absurde que je me lance dans le coaching. Mais je me suis associé avec un pote à moi qui, lui, est coach. Et on s'est dit, viens, on fait du coaching. Moi, je te mets en avant. Et toi, tu fais du coaching. Et voilà. Un pote du Rem Gym, un coach de ma salle. Ok, qui est pas populaire, qui a pas un compte. Non, mais sur le site, il y a tout. Sur le site qu'on a fait, il y a tout. Ouais. Ok, d'accord. Et alors, t'as un parcours qui ressemble. Alors, je sais pas, ça va peut-être te faire grincer des dents. On va voir. Le parcours et la façon dont tu organises les choses, comme tu me les décris, me fait penser à Raptor. Oui. C'est ça que... Non mais tu on n'en parle pas, mais c'est ça que j'adore chez toi, c'est cette spontanéité sur le truc comme ça. Moi, ça me fait mourir de rire. Enculé. Non mais parce que tu vois, là tu viens de me décrire ce que j'ai l'impression qu'il fait aussi, c'est-à-dire qu'il a une grosse, vous aviez une grosse image de marque
Enfin, vous avez une grosse image, une grosse popularité sur les réseaux. Il y a des gens qui vous suivent, qui font confiance parce que vous avez enfin, toi en tout cas, tu as une personnalité hyper forte. Et finalement, tu t'associes à des gens qui ont leur expertise dans leur domaine. Et toi, tu es vraiment l'image, l'identité. Et c'est un levier en même temps c'est un levier de communication. C'est un levier aussi pour aller chercher de nouveaux clients, tu vois. Enfin, pour aller chercher des clients, tu vois. Donc voilà, je sais pas si la comparaison est flatteuse ou pas, parce que il me semble que vous avez peut-être une petite échauffourée, mais... Non, c'est rien. C'est un quiproquo, Alcon, bon. Bref, n'en parlons pas. Moi, ce que je pense de Raptor par rapport à sa façon de gérer le business, pour moi, c'est un génie marketing. Vraiment, il est hyper ingénieux, il est hyper réfléchi. Je crois qu'il a fait des études là-dessus, sur le commerce. Je sais pas, hein, je connais pas plus que ça sa vie. Mais j'ai longtemps observé, et j'ai toujours trouvé qu'il était ultra intelligent dans sa façon de marketer, de communiquer autour de ces trucs, quoi. C'est un requin. Hein, il a vraiment cette mentalité de requin. Non, mais il est monstrueux. Il est monstrueux dans sa façon de concevoir les choses. Et il suit pas une doctrine, mais il suit un procédé c'est comme ça qu'on réussit dans la vie, quoi. Tu vois, c'est comme ça qu'on arrive à ses fins, c'est en faisant ce genre de trucs, en appliquant telle ou telle chose. Moi, je respecte énormément ce mec. Il est bluffant. Il est vraiment bluffant. C'est-à-dire, c'est un gars qui part de rien et qui arrive très très haut. Moi, je suis un peu pareil. C'est-à-dire, dans ma tête, je suis un peu pareil, mais j'ai plus un aspect un peu plus dans le côté artistique, moi, tu vois. C'est-à-dire, moi, arriver à mes fins, ça va être de vivre de mon art, tu vois, faire du cinéma, faire de la musique. Lui, il est vraiment dans le côté. Il a une histoire à raconter sur l'ascension de Raptor, tu vois, qui part de là, qui a commencé avec ce format, qui arrive à là, il monte sa marque, il devient une énorme marque, il a réussi son truc. Et lui, je pense qu'il a le même objectif que moi, c'est de partir vivre à la campagne et de peinard avec sa famille. Je pense que c'est exactement pareil. Et c'est ce que je lui souhaite. Ouais, donc non, la comparaison, elle est flatteuse dans le sens que, oui, on est des personnalités plus ou moins identiques à ce niveau-là, sauf que moi, je suis un peu moins structuré que lui, tu vois. Je suis moins structuré, c'est-à-dire je suis très, très freestyle, je suis très en roue libre, tu vois. Lui, il est plus carré, plus structuré. Mais ça se rapproche, effectivement. Est-ce que tu as vu un gros engouement lorsque tu as sorti la marque? Parce que y a aussi, on te suit depuis des années, tu vois, on a parlé de la campagne, on a parlé de tes premières vidéos YouTube quand tu as monté ta chaîne, Retour Sayen, tout ça. Est-ce que tu sens que t'as ce gros bloc de gens qui t'apprécient énormément? Moi, je le vois, les commentaires que tu as sous tes vidéos, les plus récentes et enfin celles que tu sors régulièrement, elles sont toutes dithyrambiques. Les gens, ils t'adorent, y a énormément de commentaires. Avner, j'adore, t'es l'un des seuls que je suis, j'adore ta personnalité, j'adore tout ça. Ça, c'est hyper... c'est riche, quoi. Enfin, là, t'as une richesse entre les mains, tu vois. Ouais, je sais. Bah, attends. C'est si fou. je monte une marque, c'est que je suis conscient de certaines choses, quand même. Je me dis, on va me soutenir, je pense qu'on va me soutenir. Et j'ai pas eu tort. Ça veut dire, même si je ne mise pas sur mon public pour que la marque, elle marche, parce que ce serait un peu triste de dire, bah, je mise que sur ça. Et je pourrais pas la développer davantage. Moi, je mise sur le fait que ça devienne une référence. Tu vois, la marque, elle devient une référence tout court et que Broadway soit connu. Bah, parce que c'est connu, en fait. Bah, en fait, ça va peut-être devenir le cas parce que là, on commence à fournir des salles de muscu. Donc, en fait, Broadway, ça va devenir une marque connue, pas parce qu'elle venir. Non, c'est une marque, elle plaît, on aime le packaging, on aime l'identité, on aime le goût, on aime la qualité. Donc, c'est une marque qui va se faire connaître et c'est mon objectif. Donc, oui, j'ai senti un petit engouement sur la marque, qui n'est pas arrivé tout de suite. Je peux pas mentir, hein. Il est arrivé au bout de 2 semaines. C'est-à-dire après le lancement, au début, c'était... je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'était un peu... ouais, un peu timoré. Pour la tangente un peu bizarre, où je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, mec? Est-ce que t'as bien fait de faire ça? Et après, en fait, tu te rends compte que si, les gens, ils sont là. Il fallait un petit peu de temps. Il fallait que t'aies le produit d'appel, là, ouais. Et hop, là, depuis, c'est sur la croissance. C'est comme ça. Et qu'est-ce que tu as envie de dire? Parce que tu vois... Je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a certains qui ont commandé, qui ont déjà testé, et il y en a beaucoup qui sont ni pour ni contre, entre guillemets, ou qui se doivent dire, ah, il a dû faire quelque chose de qualité, ou quoi, mais qui n'ont pas encore passé le cap, qui sont soit chez un autre, soit qui hésitent. Qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui hésitent? Bah, eux, ils viennent me le dire eux-mêmes. Ils me disent, j'attends de finir mon stock pour commander chez toi. C'est normal, attends, ça coûte de l'argent quand même, hein. C'est pas, ouais, il y a Avner qui a lancé une marque, je vais acheter direct. Non, c'est pas comme ça. C'est tranquille. On prend la réflexion, on voit si ça marche, on voit si c'est pas un truc bidon, on voit si les gens ils aiment bien. Et en fait, j'ai rien à leur dire. Je vous invite à tester la marque, à tester la web. Vous allez voir qu'elle est
excessivement bonne et vraiment délicieuse. Et moi, j'ai un retour qui me fait trop plaisir, c'est tous les gens qui la consomment et disent, mec, j'ai jamais goûté une whey comme ça. Je n'ai jamais goûté un truc pareil. C'est-à-dire dans le sens, c'est un milkshake. Et pourtant, il n'y a rien de mauvais dedans. Il n'y a vraiment rien de mauvais. Mais c'est juste qu'elle est bien dosée. Le cacao, il est pur, elle est vraiment bien dosée. La whey, elle est ultra fraîche. Donc, tu as ce côté vraiment aéré dedans. Et j'ai rien à leur dire. Je vous invite à goûter la marque et si vous adhérez, continuez. Tout à l'heure, j'ai demandé à mon directeur général, je lui ai dit, est-ce qu'on a un outil pour voir si des gens ont commandé plusieurs fois? Il me dit, bien sûr. Il met sur l'interface et en fait, il y a des gens qui ont déjà passé 3 commandes en 1 mois et demi. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. Il n'y en a pas beaucoup. 3 commandes, il doit y avoir une dizaine de personnes. Par contre, 2 commandes, on est déjà sur une centaine de personnes qui ont passé 2 commandes. Donc, c'est des gens qui commencent à adhérer à la marque. Et là, on va fêter nos 1000 commandes ce soir. C'est-à-dire, on fête nos 1000 premières commandes ce soir. C'est en 55 jours. C'est bien. C'est vraiment croissant. C'est super cool. Ouais, félicitations. Moi, je te soutiens dans le truc parce que, comme je te dis, moi, je t'ai connu lorsque tu as commencé, je pense, Road to Science. J'ai vu ta première série. J'ai vu, donc, je suis pas un des tout premiers lorsque tu as commencé les caméras cachées. D'ailleurs, c'est vrai que pendant longtemps, je savais pas ce que tu avais fait avant. Tu vois, Road to Science. Je savais que tu avais une deuxième chaîne, Avener, qui était en fait la première. Oui. Mais j'avais pas trop regardé, ou disons que ça m'intéressait pas trop. Et j'y ai toujours suivi parce que tu m'as toujours fait marrer. J'ai toujours aimé ce côté un peu impulsif, un côté je teste des choses. Il y a des trucs qui vont pas passer, il y a des trucs qu'on va laisser sur le côté, et puis on va dire qu'on va faire ça, et puis finalement on fait pas ça. Mais t'as toujours, tu vois, t'es un peu le modèle de celui qui passe à l'action. Tu vois, tu dois le savoir, mais en marketing ou disons en business, il y a toujours 2 modèles. Celui qui fait plein de choses. Il y a plein de ratés, en gros, où il y a plein de choses qui finalement il va pas aller jusqu'au bout, mais il avance, et finalement il cumule et il finit par trouver quelque chose. Et puis celui qui se demande toujours ce qu'il faudrait faire pour que ça soit le mieux, et qui en fait fait rien. Ou qui fait. Moi, l'école, ça passe, ça casse, tu vois. Vraiment, mon école, c'est ça. C'est, vas-y. Ouais, j'y vais. Ça passe, ça casse. Tu t'es rien cassé au skate? Au skate? Ouais, t'as fait du skate à un moment donné? Oui. Tu t'es rien pété? Non. Parce qu'en général, le skate, ça passe ou ça casse, ça marche pas mal, ça. Passe, ça casse. Non, ça va. Ok, tu me fais un petit code pour les auditeurs alors? On dit combien? Moi, je touche rien, je m'en branle. Pour ceux s'il y a des gens qui veulent commander et je vous file 20%, on va faire un code. En fait, c'est compliqué quand tu fais un code 20%. On va faire un code 20% qui va être valable pendant 2 semaines. Comme ça, en 2 semaines, en fait. 2 semaines après la sortie de l'épisode. Ouais, voilà. C'est Avener 20. Voilà, il y aura un code qui s'appelle Avener 20, valable pendant 2 semaines à partir de l'épisode. Ok, à partir de la sortie. Je vais demander à mon directeur de l'activer, mais il faut parce que normalement, quand tu fais un code promo supérieur à 10%, il faut qu'il y ait le mail du gars, tu vois. Là, je fais un code ouvert, moins 20%, pour ta communauté, si ils veulent découvrir la marque. Avener 20, vous avez 20%, c'est très cool. Voilà, et peut-être ceux qui te connaissaient aussi et qui avaient pas Avener 10, merci. Avener 10 pour les autres. Voilà, c'est ça. Ceux qui méritent et ceux qui méritent pas. Bon, écoute, on a fait un bon tour. Un dernier truc, le groupe de métal, ça en est où? La musique, tout ça, est-ce que ça laisse un peu de côté? Tu laisses ça de côté pour l'instant ou pas? Non, on a fait. Parce que tu commences à cumuler T'en cumules les activités. Oui, mais tu vois, on se dit putain, il fait 1000 trucs, mais en fait non, c'est plutôt c'est freestyle, mais c'est structuré, tu vois. Chaque chose va se placer là, c'est assez. C'est-à-dire, en disant que le groupe de métal, c'est un loisir, c'est un kiff, tu vois. Je me tape un délire, je gagne pas un centime avec, je perds de l'argent, mais je m'en fous, je m'éclate. C'est en progression, c'est-à-dire là on développe le groupe maintenant. C'est-à-dire on a fait le premier concert, on a fait un EP, maintenant on développe le groupe parce qu'à partir de l'année prochaine on va faire une tournée. Donc, on va vraiment jouer beaucoup de dates. Ouais, vous allez prendre un manager ou un mec qui va vous... justement. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut dans les bars. C'est pour ça qu'on a une tournée de prévue. Ouais. C'est-à-dire à la base, moi je me suis dit bon on va faire un groupe et je vais remplir la part du contrat, c'est faire les musiques, un concert pour les abonnés et on passe à autre chose. Mais en fait non. J'ai fait le truc et très vite on a eu un tourneur qui est un énorme tourneur qui nous a proposé une vraie première date. On a fait une première date à la Maroquinerie, donc c'était un vrai concert, c'était pas un concert pour les abonnés. Et j'ai été confronté à la réalité de c'était quoi un concert. Ouais. Ça s'est très mal passé dans le sens c'était pas du tout un show. C'est-à-dire ça aurait été pour les abonnés, c'était parfait, génial. Mais en termes de show métal, quand t'es un vrai groupe, c'était un peu pathétique. Hein. Enfin surtout de mon côté, hein. Mon groupe à moi il est assuré, mais moi j'étais pathétique, j'étais perdu avec changer de guitare à chaque morceau. Parce que tous mes morceaux sont accordés différemment, je suis venu avec 5 guitares. Bref, c'est pas ça un show. Normalement, tu te ramènes, t'es carré, c'est structuré, tu vois. Mais le tourneur a dit, bon, il y a quand même un gros potentiel, vous allez quand même envoyer du lourd.
dit voilà, à partir d'octobre, moi je vous prévois une tournée, mais il faut que vous bossiez vraiment comme un vrai groupe et que vous ayez un peu plus de morceaux. Donc voilà, on bosse sur ça. Ok. Tu connais Dagoba? Bah, bien sûr, c'est un pote à moi. Enfin, le bassiste. Chouette, on discute souvent. On discute. J'avais fait un épisode avec lui. Je sais qu'il a fait un. Je sais. Mais le bassiste, c'est un pote à moi. Mais Swatter, je sais qu'il a. Bon, on discute, il est très sympathique, très gentil. Ouais, c'est vrai que il a 43 ans, putain, il est vieux. Il est vieux. Ouais. Bientôt Gojira, sinon première scène de Gojira. Première partie de Gojira. Un truc de ouf. Ils sont ouf. C'est quoi tes objectifs dans la musique? Est-ce que c'est vraiment pour t'amuser ou t'aimerais aussi Je sais pas, franchement. T'es un touche à tout, toi. Hein. Ouais, mais c'est pour m'amuser. Là. Franchement, c'est pour m'éclater. Mais je me dis, je suis conscient que c'est quoi la scène française et que c'est déjà très très bien. Non, franchement, on va se calmer un petit peu, mec. Hein. De jouer devant 300 personnes, c'est déjà ouf. Donc, se jouer devant 1000, 2000, 3000, c'est incroyable. Faire un festival à Hellfest, ça doit être un truc de malade. Mais rien que t'as 300 personnes devant toi, tu joues, c'est déjà génial et ça peut te suffire à t'épanouir dans la musique. Donc, faut pas chercher à être le plus gros groupe. Je pense que mon objectif, c'est de faire une tournée et de s'éclater et de viser un Hellfest à la fin, tu vois. Ou un festival où d'un coup, on peut jouer devant des milliers de personnes juste une fois, tu vois. Ça sera un bel objectif. Allez, une question qui va pas te plaire. Ton groupe préféré? De métal? Ouais. Bah, c'est un peu... Bon, on va dire, allez, le all time, ça va être System of a Down. Tous les temps, ça va être lui parce que c'est comme ça, c'est tout. T'es de quelle année, toi? T'es de quelle année? 88. Ah ouais, putain, je pensais qu'on était exactement de la même année parce que entre les visiteurs, System, on a les mêmes références, quoi. Musicales et... T'es quel âge, toi? Et cinéma. 90, 33. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est la même, ouais. Ok, Système. Bon, parfait. Allez, je vais te poser mes trois dernières questions que j'aime bien pour clôturer les épisodes. Trois questions, plus 3 questions, plus une question, plus 3 questions qui vont m'énerver. Vas-y, je t'écoute. Alors écoute, si elle t'énerve, tu me dis, je te forcerai à répondre quand même. La première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière. Donc t'as 35 aujourd'hui, donc à 25. Alors, on est bien sur le 34. 34, 24, ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre avec tout le recul que tu as aujourd'hui? Tout confondu. Ah, c'est trop compliqué, mec. Trop compliqué. J'ai eu trop de phases différentes. Trop de phases. Je crois que j'aime bien là où je suis arrivé dans ma vie aujourd'hui. Mais si je suis conscient de la vie que j'ai eue aujourd'hui, je crois que je me donnerais un conseil pour aller ailleurs dans la vie. Et dans le même domaine, mais ailleurs. C'est-à-dire dire, ok mec, n'aie pas peur. Ça, fais-le x10. Ça, fais-le maintenant. Là. Vas-y à fond directement parce que tu peux aller très, 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 très loin. Très vite. Je me dirais ce conseil-là et je dirais, sois pas feignant de faire ces trucs-là. C'est très dur, mais sois pas feignant. Peut-être que tu iras beaucoup plus loin. Quoi. Ok. Deuxième chose, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor qui t'a marqué? Une référence, une influence? J'ai failli dire Raptor, non mais je rigole. Bah, il va être content. Non, Raptor, il m'a. Attention, qu'on soit clair, hein, ça a été un modèle sur pas mal de trucs. Hein, sur sa façon de gérer le business, effectivement. J'ai suivi un peu ses traces sur pas mal de trucs. Un modèle, non, j'ai pas de modèle. Non, il y a personne. Non, t'as pas. Non. Même pas Godefroy de Montmirail? Ah bah si, bon. Ma vie est basée sur ce mec-là, donc. Bon, très bien. Allez, tu as le temps de lire ou pas? Hein? Ah, de lire des livres? Ouais, t'as le temps de bouquiner? Non. Jamais. En fait, j'arrive même plus à regarder un film. Donc, t'as pas je voulais me faire une salle là-bas, là derrière. L'ancienne salle de poker qui était devenue ma salle de sport, qui aujourd'hui est une pièce vide. Je voulais m'en faire un home cinéma de ouf, tu vois, avec un canapé, un vidéoprojecteur avec le son de ouf. Mais en fait, j'arrive même pas à regarder un film par semaine. Ça sert à rien. Je vais mettre 3000 balles pour rien, tu vois. Ok. Bon, t'as pas un livre à me recommander, un truc que t'as lu quand t'avais un peu plus de temps? Ah, Monte Cristo, le Comte de Monte Cristo. Ah bah oui, putain, c'est vrai, t'as cette référence aussi absolue. 1600 000 pages, quoi. Donc, c'est un gros livre, mais lis-moi ça. Mais je l'ai lu, tu sais que je l'ai lu et que j'ai regardé la série en suivant, avec Depardieu. C'est pas la même chose. Non. Pas la même chose. Mais Depardieu est excellent. Excellent. Absolument excellent. À part dans le premier. Mais dans les 3 autres films,
Parce que le premier, enfin, pour moi, c'est pas ça Edmond Dantès, quoi. C'est pas un mec qui ressort, qui fait 130 kilos, tu vois. Edmond Dantès, c'est un mec... Edmond Dantès, c'est beaucoup plus Pierre Niney que Gérard Depardieu, tu vois. Parce que Pierre Niney, il va faire Edmond Dantès, là. Ah ouais? J'ai pas vu. Physiquement, ouais. Là, ils vont tourner le film. C'est beaucoup plus ça, pour moi, un Edmond Dantès, physiquement, que Depardieu. Mais Depardieu, en Comte de Monte Cristo, il est magnifique. Il est excellent. Quand il vient le comte, c'est bouleversant. Mais le Monte Cristo, il mange pas. Edmond Dantès, c'est un mec qui mange pas. Il est rachitique. Il a perdu l'habitude de manger et il se nourrit quasiment pas. Il prend une bouchée, il boit un petit peu de son liquide spécial pour pas avoir faim, là. Ça le nourrit, mais il mange pas. Alors que Depardieu, c'est un ogre dans le film et ils ont fait un autre Monte Cristo qui, il veut profiter de la vie, tu vois. Il veut croquer la vie à pleines dents. Mais le vrai Monte Cristo est un mec très réservé qui mange quasiment pas. Il est vengeance, il a que ça dans la tête. On ne plus plaisir à rien d'autre que dans la vengeance. Excellent, le Depardieu, c'est vrai qu'il est ouf dans des rôles comme ça qui sont puissants. On les compte plus. Bon, merci Abner. Avec plaisir. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi, de parler un peu de ton parcours aussi, tu vois, parce que je m'étais dit, en fait, moi j'avais eu un souci avec toi, c'est que je me suis dit, il y a tellement il a fait tellement de choses. Tu vois, on n'a pas parlé de poker par exemple. Il y a tellement de sujets qui sont possibles, imaginables. J'aime bien préparer cet épisode, mais les laisser un peu aussi à l'improvisation, tu vois. Et donc voilà. Merci. Avec plaisir, mec. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer à ceux qui sont encore là avec nous? Un dernier mot. Avenir 20. Voilà, Avenir 20. Si vous écoutez ce podcast pendant 2 semaines de la sortie de l'épisode, il y aura ce petit code promo, voilà, que je vous ai négocié en direct live, on va dire. Et puis voilà. Si vous avez apprécié l'épisode, dites-le. Envoyez un petit message à Avenir aussi. Là, par exemple, tu vois, j'ai sorti des épisodes récemment qui plaisent énormément et dont mes invités reçoivent des cinquantaines de messages par jour. Trop bien. Suite qui sont bravo. C'est vraiment des épisodes particuliers qui sont très touchants. Mais voilà, moi j'adore ce que tu fais, donc je te le répète encore une fois. Merci. Je vais continuer à regarder tes vidéos, ça me fait marrer d'avoir tes nouvelles de toi à travers YouTube finalement, quoi. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, je sais qu'en général, quand je fais une interview comme ça, tu vois, j'en ai fait quelques-unes, il y a beaucoup de gens qui me détestent. Il y a beaucoup de gens qui disent putain, il est arrogant, il coupe la parole, c'est quoi cette mentalité? Enfin, ça arrive, c'est comme ça. Ça m'est souvent arrivé, mais moi je suis juste sincère et spontané, je dis les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans ma tête. Je pense que ton public il va pas forcément être comme ça, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans les commentaires là où les gens ils haïssent mort, quoi. Genre. Ah ouais, t'as un souvenir d'un passage où t'étais passé, où c'était arrivé? La dernière c'était chez Absol. J'ai fait une interview chez Absol de 2 heures, 3 heures. Vous étiez à côté. C'est un youtubeur qui fait pas d'interview comme ça. Ouais. Et les commentaires sont l'inverse de dithyrambique, hein. Et genre, il y a beaucoup de commentaires qui sont assez méchants, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Je passe à autre chose. Tu veux, tu peux pas plaire à tout le monde. Effectivement, les gens, ils interprètent mal des trucs, bon, c'est comme ça. Bon, écoute, moi j'aime bien. Moi j'aime bien le personnage. Merci. À lundi prochain pour un prochain épisode. À tous, reste avec moi 30 secondes le temps que je coupe. On va se revoir en privé. Oui. Et puis voilà, hein, si ça vous a plu comme d'habitude, les messages, abonnez-vous au podcast. Allez, je force tout le monde à s'abonner au podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, il y en a beaucoup qui les regardent sur YouTube. La chaîne YouTube du podcast prend de plus en plus d'ampleur pour certains invités, donc tant mieux. Mais foncez vous abonner sur les plateformes d'écoute. C'est quand même beaucoup plus sympa d'écouter le podcast pendant qu'on fait autre chose, la cuisine, la vaisselle, les courses, les transports en commun ou quoi que ce soit, plutôt que de rester devant l'ordinateur. C'est comme ça que je les consomme et c'est comme ça que je propose à tout le monde de les consommer. Voilà. Merci, portez-vous bien, faites pas trop les cons et à la semaine prochaine. Ciao. Salut les amis, merci beaucoup.